cette dame-là, cette fille avec qui on est en train de travailler, je lui avais juste demandé si elle est mariée ou pas. Je lui ai dit, ok, ça commence bien. Donc, je ne suis pas beaucoup là entre le moment où je décide quelque chose et le moment où on passe à l'action. Non. C'est vraiment... Direct. Parfois, les gens abandonnent. Chacun a ses raisons pour lesquelles il abandonne, mais il faut se donner les moyens de ses ambitions. Moi, je pense que je suis partisan des gens qui pensent qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut être l'architecte de sa vie. C'est quoi cette obsession pour les études là? Bonjour tout le monde, bonjour Mireille. Bonjour. Ça va bien? Je vais bien, merci. Et toi-même? Très très bien en tout cas. Puis c'était un honneur aujourd'hui de t'avoir. Puis les gens vont sûrement te découvrir et comprendre pourquoi je dis que c'était un honneur vraiment. Donc je te remercie premièrement aussi d'avoir accepté l'invitation. Puis aussi de vouloir partager aussi ton histoire aujourd'hui. On va quand même parler de ton histoire. Tu fais quand même aussi entre guillemets la une entre guillemets des médias ici, surtout sur LinkedIn par exemple, surtout quand tu organises des événements et autres. Donc on va aujourd'hui apprendre à te découvrir aussi pourquoi tu fais tout ce que tu fais, par exemple, d'où tu viens aussi, où est-ce que tu es en train de te rendre avec tout ce que tu es en train de faire actuellement. Donc, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, comment est-ce que tu pourrais te présenter? Je voudrais d'abord prendre cette opportunité pour te remercier. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner justement cette plateforme pour pouvoir parler un tout petit peu de moi et des activités que je fais. Je m'appelle Mireille Ntambwe, je suis née Mbuyamba, je suis mère de trois jeunes filles. Ah, okay. Trois, c'est-à-dire que j'en ai deux biologiques et puis une que j'ai aussi, et tout, de mon conjoint. Et sur le plan académique, j'ai un doctorat en médecine. En fait, je suis d'abord originaire de la République démocratique du Congo, mais j'ai quand même voyagé un tout petit peu. J'ai grandi entre Belgique et puis j'ai vécu aussi en Angleterre avant de venir ici. Mais je suis congolaise toujours dans l'âme. Ah oui. Et vraiment, là, ça ne quitte jamais. Ça ne quitte jamais. Là. Je suis vraiment originaire de la République démocratique du Congo et vraiment fière de l'être. Donc, comme je disais, sur le plan académique, j'ai un doctorat en médecine du Congo, justement, et aussi une maîtrise en santé publique. Et je prends aussi des cours que j'ai terminés ici à l'Université du Québec en Outaouais, un master en business administration. Ah, okay. Les cours sont terminés, mais il me reste encore à faire le mémoire. Et puis ça traîne. À un moment, il faut bien se mettre à un moment, dessus. oui. Et tout, donc je vais essayer de trouver ce temps-là. Et sinon, à part ça, je travaille en tant que gestionnaire au CIS de l'Outaouais, en tout ce qui est vaccination, dépistage et prélèvement, en tant que responsable de la centrale de rendez-vous et aussi de la qualité des données justement de la vaccination et des dépistages. Et je donne quelques cours ici en temps partiel à l'université, ici à Ottawa. Et à part ça, c'est que j'aime beaucoup, quand j'aime parler de moi, ce sont mes bébés, là, mes organismes et tout. Donc, je suis la cofondatrice de deux organisations, le réseau des femmes congolaises, Congolese Women Network, et Blue Regard, Regard Bleu. Donc, le réseau de femmes congolaises, c'est vraiment un réseau dans lequel on essaie de promouvoir la santé, vu mon background et le background des deux autres cofondatrices qui sont aussi des médecins à la base. Et tout, donc, la santé, que ce soit la santé physique, mentale et sociale, d'abord des femmes d'origine congolaise ici au Canada et à travers le monde aussi, mais en général des femmes noires, des communautés noires. Et pour ce qui est de Blue Regard, Regard Bleu, avec cette organisation, ce qu'on essaye de faire, ce que nous faisons, c'est vraiment d'essayer de donner les outils pour permettre aux membres de communautés noires de pouvoir avoir des belles opportunités de développement socio-économique ici au Canada et à travers le monde aussi. Wow. Ça fait quand même un long CV, ça fait... Bon, disons qu'on peut se limiter là pour l'instant. On se limite là. Ouais. Mais pour encore mieux te connaître, avant je t'ai parlé d'abord de ce que tu fais actuellement. Disons qu'un jour on te croise quand tu avais, je sais pas moi, tes 10 ans, tes 12 ans. Qu'est-ce que tu serais en train de faire? À quoi tu rêvais, entre guillemets, quand tu serais grande? Vraiment. Quand j'avais 12 ans, j'étais en Belgique. Parce que comme j'ai dit, je suis née au Congo, mais j'ai passé pratiquement une partie de mon enfance en Belgique. Et là, à quoi est-ce que je rêvais? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais grande? Ça n'avait rien à voir avec la médecine. Là. Moi, je n'étais vraiment pas là-dedans et tout. Je me pensais être journaliste.
Je pensais être interprète. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Donc, j'ai dû pouvoir concilier avec tout ça pour entrer dans le moule de tout ce qui est médical. Donc, c'était un peu ça. Et puis, j'étais quand même quelqu'un... je ne me rappelle plus là. C'est vraiment ça. Moi, j'aimais raconter des histoires. J'étais vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de gens autour. J'ai suis quand même l'aîné d'une famille de pratiquement de 7 enfants. Donc, j'avais des sœurs, des frères. Donc, c'était toujours la fête à la maison. Donc, voilà. Et le fait, par exemple, comme tu parles même de la Belgique, tu es né au Congo, mais tu as plus passé ici, du temps en Belgique. Est-ce que tu t'es sentie aussi à la maison en Belgique, par exemple? Disons que j'ai passé du temps en Belgique sur 2 phases. D'abord, je suis née au Congo à mes 8 ans. Excusez-moi. À mes 8 ans, donc, on a dû aller en Belgique parce que mon père, il est médecin. Il faisait sa thèse pour devenir prof à l'université. Tout ça. Donc, j'ai vécu là pendant 5 ans et tout. Je ne peux pas dire si je me sentais... Moi, j'avais toute la famille avec moi, donc pour moi, c'était la maison. C'était la maison. C'était vraiment ça. D'où ça même été un peu difficile pour moi. Vous savez, j'avais quitté quand j'avais 13-14 ans. Quand on est adolescent, c'est vraiment difficile de retourner, de partir, de retourner au Congo, ou bien tout simplement de se détacher, pas nécessairement parce que c'est le Congo, parce que là, on laisse ses amis, on laisse ses repères, on laisse tout ça. Et tout, donc, il fallait rentrer. Mon père, c'est vraiment le genre, j'élève mes enfants, là, vous voyez. Donc, pas question qu'il reste, il y en a qui restent, tout ça, non, donc c'était vraiment ça. Donc, je suis donc retournée. Donc, je ne pense pas que je ne me sois pas sentie chez moi. Je me suis sentie chez moi. Et la deuxième phase, c'est vraiment, une fois que j'ai terminé mes études de médecine et tout, j'ai fait pratiquement une affaire de 5 mois à Kinshasa. Et puis après, je suis partie en Belgique encore pour un postgraduate certificate à l'université d'Anvers en genre et développement. Et là, c'était un peu différent. Parce que là, j'étais un peu comme une étudiante internationale aussi. Mais encore là, c'est vrai que j'étais une étudiante internationale, mais j'avais quand même cette facilité-là aussi, beaucoup plus que d'autres, parce que j'avais la famille à côté. Moi, j'étais à Anvers, mais ma mère, elle était à Bruxelles et mes frères aussi. Donc, j'avais quand même... Oui, je comprends. Mais quand même, étudiant international, c'est pas facile là, à ce moment-là. Donc, il y avait certaines petites choses là qui faisaient en sorte qu'on te rappelait un peu que tu n'étais pas nécessairement chez toi. Puis, c'était un autre contexte. On est vraiment un peu plus mûr on est vraiment plus aware of some things, tout ça, certaines réalités. Et tu sens vraiment que, on est parfois on marche sur des plates-bandes, il y a certaines choses que tu peux faire, certaines choses que tu ne peux pas faire, etc. Intéressant. Mais tu parlais de ce que toi tu te voyais plus par exemple faire, je sais pas moi, les journalismes ou rien à voir avec la médecine. Non, là c'était vraiment, quand j'étais petite là et tout ça, journaliste, interprète, modéliste, tout là, moi je me trouve là. Donc c'est vraiment tout ça et puis j'ai bien fallu me rendre, je suis de cette génération là où les parents nous disaient encore un peu attention là, c'est comme ça ou pas comme ça. Et tout le monde m'a même pas, j'ai pas eu le choix là, on m'a pas demandé si c'est ça que je voulais ou pas, on m'a dit tu vas aller faire la médecine. C'était vraiment plutôt ça. Je comprends. Tu vas aller faire la médecine. La médecine. Non, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait des études littéraires, en fait. Donc, j'ai fait des études littéraires. Moi, dans ma petite tête, là, journaliste peut-être, droit, parce que j'aimais bien ça aussi. Et ça. La médecine. C'est la médecine d'abord. Je n'ai pas discuté non plus. Et tout. Et puis après, c'est pas que j'ai eu non, je ne veux pas faire ça ou bien non. Non, je suis quelqu'un de plutôt résilient. Et puis je me suis dit, bon. Et puis j'ai confiance en mon père. Moi, je trouve toujours que mon père, c'est quelqu'un qui a un bon jugement. Donc je me disais toujours, si il me dit de faire ça, ça signifie que... Bon, allons-y. Forcément, il y a quelque chose derrière. Mais peut-être c'était parce qu'il était médecin. C'était cette génération. Ça allait être notre débat. Exactement. Ça, j'en sais avec mes c'est débat tous les jours là. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Je suis allée
et tout. C'était pas que c'était plus facile parce que venant d'un background littéraire, c'était quand même un peu challenging, un autre monde et tout. Je regardais mes amis qui étaient tous en train de faire droit, là j'ai envie un petit peu dur, se refaire un autre cercle et tout ça. Et non, ça s'est bien passé, rendement et tout. Et puis j'ai aimé ça. Donc j'ai trouvé ce que j'aimais dedans. C'est sûr que ce n'était pas nécessairement ça que je voulais faire. Alors, j'ai essayé de trouver qu'est-ce que j'aime dans la médecine et tout. D'abord, le fait d'aider les gens, soigner les gens. Et puis, comment est-ce que je me débrouille avec ça? Parce que moi, je ne suis pas nécessairement quelqu'un de clinique. Donc, c'est un peu ça, la santé publique que je suis allée faire. Donc, c'est pour ça, pour me réconcilier un peu avec mes anciens, voilà, c'est vraiment ça. Moi, je suis plus quelqu'un de terrain, quelqu'un qui regarde en mode préventif, en mode, voilà, c'est un peu ce qui me... Même dans toutes les autres choses que je fais, c'est vraiment ça. Je ne suis pas une clinicienne dans l'âme. C'est vraiment ça. Mais comment se passe alors tout ton parcours académique? Tu l'as fait, je présume, d'abord premièrement au Congo, par exemple, par rapport à la médecine. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. Ça se passe quand même bien. Ce n'était pas évident, mais ça se passe bien. Et... je n'ai pas eu à refaire une année, donc je pense qu'on a travaillé très fort. C'est vrai que lorsque je regarde, je compare avec les études ici, parce que j'ai les filles à l'université aussi, et moi-même je suis aussi ici aussi à l'université, donc je peux voir un peu comment c'est différent, la façon dont on apprend, la façon dont les modules sont enseignés aussi. Mais... je pense qu'on a eu quand même cette chance à la faculté d'avoir des enseignements qui nous ont permis de, entre guillemets, être à l'aise un peu partout là où nous sommes allés. Moi, je ne parle pas seulement de moi, je parle avec d'autres personnes aussi qui sont de ma promotion et tout. C'est vrai qu'il n'y avait pas nécessairement tout le matériel. C'est vrai qu'il y avait certaines insuffisances et tout, mais... avec cette théorie-là que nous avons, on a eu plein dans la tête. Donc, on s'est retrouvé devant un instrument ou bien un appareil. On a commencé à... Parce que nous, on l'a vu dessiner tout ce que vous voulez. On a pu se dire, OK, ça fonctionne comme ça avec la théorie. Mais c'est vrai qu'on avait besoin aussi, on a eu aussi besoin de beaucoup d'outils, beaucoup d'apprentissage une fois qu'on est arrivé ici. Et pour un étudiant, par exemple, ou une étudiante qui serait en médecine au Congo actuellement, quel conseil est-ce que tu donnerais à cette personne pour s'en sortir? À un étudiant qui serait en médecine aujourd'hui, parce que j'en ai quand même des cousines qui sont en médecine, donc voilà, c'est vraiment de ne pas lâcher, d'étudier. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde où, quand moi j'étais en médecine, c'était vraiment le début de l'Internet, etc. Donc on y allait, des fois dans les cybercafés, etc. Mais plus est-ce que c'est pour aller chercher les livres, les modules? Peut-être pas. Aujourd'hui, l'enseignement est vulgarisé. Donc ça signifie que ce qui nous est enseigné à l'université, c'est une partie. Moi, je dis toujours que c'est une introduction qui nous permet d'aller au-delà. Donc, on a accès, une personne qui est à Kinshasa aujourd'hui à la faculté de médecine, elle a accès à ce qui se passe à l'université d'Ottawa, à la faculté de médecine. Elle a accès à des colloques qui sont en ligne, des conférences. Elle a accès aux manuels qui sont en ligne, quitte à la personne de faire aussi ses petites recherches et puis de pouvoir... aller consulter les manuels et de suivre les différents cours ailleurs. Ce qu'on lui donne là-bas, c'est une introduction et tout. C'est un peu comme ce qu'on nous donne ici, ce que nous donnons ici aussi. Les étudiants sont appelés à aller approfondir eux-mêmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le monde est un village. Donc, il y a beaucoup plus de facilité d'avoir accès à ce qui se passe en ce moment et tout, aux avancées de la médecine. Donc, chacun peut faire sa part. Donc, il ne faut juste pas se dire, non, moi, parce que je suis à Kinshasa, je ne peux pas y arriver. On y arrive bien pour être sur WhatsApp et regarder des choses sur Facebook et LinkedIn, tout ce que vous voulez. Donc, on peut mettre ce temps-là à profit aussi pour s'éduquer et puis pour être là. Mais c'est sûr que, encore une fois, il y a les avancées technologiques et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a des hôpitaux aujourd'hui où les choses sont quand même... Il y a plusieurs hôpitaux à Kinshasa aussi qui sont... où il y a du matériel, des derniers cris, entre guillemets. Donc, on peut. Il ne faut pas lâcher, il faut juste... voilà.
comprendre ce qu'on fait et puis essayer d'étudier, essayer d'explorer un peu ailleurs aussi. Oui. Donc, tu finis tes études en médecine, puis après, tu te décides, tu as travaillé quand même au Congo bien avant? J'ai travaillé pratiquement une affaire de 5 mois. Ah, ok. Pas plus. Waouh, c'était quand même court. Oui, c'était quand même court. Wow. C'était quand même court, oui. Et puis, tu t'es décidé d'aller en Belgique pour continuer les études? Ben, quand je termine avec la médecine, je travaille pendant pratiquement 5 mois. Et à ce moment-là, en parallèle, j'ai une bourse pour aller en Belgique, pour aller faire un post-graduate certificat en genre et développement à l'Université d'Anvers. Donc, j'y vais. Donc là, c'est vraiment... Vous savez, quand... Moi, je suis petite, hein, j'ai quitté la Belgique quand j'avais pratiquement 14 ans. Après, je suis à Kinshasa. C'est sûr qu'on est à l'aise, là, et tout ça, entre guillemets à l'aise, bien sûr, parce que tu es chez toi, et tout. Et tu arrives j'arrive à Anvers avec d'autres personnes, d'autres jeunes adultes, et tout, africains et haïtiens aussi. Et tu t'es dit, OK, donc en fait, le monde, ça ne se limite pas seulement à la faculté de médecine de Kinshasa, là. Et tout ça, donc, c'est vrai qu'il y avait aussi des étrangers, mais... Et tout, je pensais qu'on était, pour moi, quand j'arrivais, j'avais l'impression qu'à Kin, là, on était top, la faculté de médecine. Non, sérieux, qu'on était vraiment les meilleurs de l'Afrique, nous, c'est vraiment, etc. Ben oui, mais c'est pas que tu tombes de nuit, mais tu te rends compte que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. OK, donc, tu apprends aussi à travailler avec les autres, tu apprends les autres cultures et puis ça se passe bien. On n'était pas une grande cohorte, c'était à peu près 15 personnes avec qui on est resté pendant 4 mois et tout, ça s'était très bien passé. Et après la Belgique, après ces post-graduates, tu t'es décidé de faire quoi? Après ce post-graduate, moi je me marie et puis j'étais mariée déjà là et puis après je vais rejoindre mon conjoint en Angleterre et tout. Donc, c'est là que je vais vivre et puis fonder ma famille et tout ça. Donc, pendant quelques temps, je commence à fonder, d'abord par fonder la famille et puis je me décide de retourner aux études pour faire ce que je voulais faire depuis toujours. C'est que je voulais faire depuis toujours. Donc, faire la santé publique. Ouais, parce que une fois que j'ai terminé à Kinshasa, je suis allée regarder à l'école de santé publique et tout ça. J'ai dit, oui, mais il faut avoir d'abord une expérience de 2 ans, il faut ceci, il faut cela. Bon, dès que j'arrive, je dis, OK, maintenant... Je peux maintenant. Maintenant, je peux. OK, donc je vais m'inscrire et tout. Pas évident du tout. Donc déjà, ça, je parle juste sur le plan académique là, pour l'instant. Et je vais m'inscrire à Nottingham University et tout. Donc, je me rappelle... je ne sais pas comment on appelle, de Dean qui me reçoit, qui m'appelle, elle a pris mon inscription, elle est correcte avec ça, on m'inscrit, mais elle m'appelle quand même. Elle me fait venir et tout, elle me dit OK. Et quand j'arrive dans son bureau, je vois qu'il y a une carte du monde avec tous les lieux là d'où les étudiants viennent. Et je regarde, je vois en tout cas, côté Congo, là, il y en a 0. Côté Congo, mais c'est ça aussi. Il ne faut pas oublier que c'est en Angleterre, donc c'est un pays anglophone. Anglophone, oui. Nos amis à nous sont plus du côté francophone aussi et tout. Donc j'arrive, je dis OK, donc je me demande est-ce que c'est pour ça qu'on m'appelle pour voir un peu si elle a le, tu vois, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça et tout. Alors j'arrive et je parle avec elle, dire qu'on a reçu les CV, on a reçu les relevés des notes, on a reçu tout est vraiment parfait, mais on voulait quand même parler avec toi pour savoir un peu, t'expliquer un peu le cours et pour te dire que c'est vraiment challenging. C'est pas facile. On voit que tu as aussi une jeune famille. Est-ce que ton conjoint, il est d'accord que tu fasses... C'est tout. Quand on dit d'accord, c'est pas nécessairement l'aval là que non. C'est vraiment est-ce qu'il est supportive. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire? Est-ce que parce que c'est qu'on va te dire ici, c'est ce que tu ne sais pas, que vous êtes pratiquement une centaine. On est pratiquement une centaine, à peu près 70, c'est tout ça qui commence et tout. Mais là, nous sommes en septembre, il faut savoir que le premier assignment, ça sera en octobre. Et une fois que le premier assignment, on va le donner et tout, il faut savoir que pratiquement un tiers de la classe va drop. Wow. OK. Ça commence bien. Ça commence bien. Elle dit, moi, je ne suis pas de ceux qui je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Là. Donc, voilà. Donc, un tiers de la classe va déjà abandonner. Et by the time on arrive en décembre et tout, on aura les premiers examens et tout. Et là, il faut savoir que la moitié de la classe va abandonner aussi. Donc, on sait déjà que
vous commencez peut-être à 70 et tout ça, vous allez terminer probablement autour de 30, entre 25 et 30. Donc on aimerait juste savoir si tu penses que tu vas y arriver, c'est le bon coup pour toi, etc. etc. J'ai dit ouais. Bien sûr. Ouais, c'est bon. Et je pense qu'elle est là depuis longtemps, donc elle savait. Premier assignment, je ne oublierai jamais, kickbox, il fallait développer, machin, tout ça. Moi, je dis, mon Dieu, c'est encore quoi? Ça commence mal. Ça commence bien. Non, je développe aussi bien et tout ça, pouf, je passe et tout, c'était très bien. Donc, la classe, effectivement, boum, les gens commencent à partir, la moitié, le quart et tout ça. Deuxième assignment et tout ça, on arrive à la en décembre et tout. C'est un programme, moi, je l'avais pris à temps partiel. Donc, c'était temps partiel 2 ans, temps complet 1 année de maîtrise. Donc, c'était vraiment très, très intensif. Hein. Et tout. Deuxième assignment, on fait, là, ce sont les trucs quand même assez complexes, les statistiques, l'épidémiologie, toutes ces histoires. Ça commence. Soit on aime, soit on n'aime pas, etc. Et tout ça. Donc, ça commence, c'est pas nécessairement facile, mais j'y arrive quand même. On y arrive et tout. Donc, on le fait et tout. Moi, j'arrive pratiquement jusqu'à la fin de l'année, de la première année. Et c'est quelque chose de bizarre, et c'est justement ce que j'aimerais dire aussi, il ne faut jamais abandonner pour ça. On nous donne un examen de community development, là où je pense que tout le monde réussit, là, et moi c'est là que ça ne marche pas. Donc, développement communautaire, les choses que je suis en train de faire aujourd'hui, là, vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, développement communautaire, ça ne marche pas. Alors, on m'appelle. Ça, ce sont aussi des leçons aussi que j'ai apprises après et tout. On m'appelle pour me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le cursus, il est bon. Madame, ça signifie tout simplement que on va peut-être vous donner une deuxième chance et tout pour faire cet examen-là et tout, parce que si jamais vous ne réussissez pas, et tu as réussi à tout, hein, si jamais vous ne réussissez pas à cet examen, ça signifie que vous n'aurez plus une maîtrise, mais vous allez avoir un diplôme. Moi, je dis non, moi, je n'ai pas signé pour un diplôme. Moi. Je veux une maîtrise. Je ne veux pas un diplôme, je veux vraiment une maîtrise. Et je refais l'examen et ça ne marche pas. Alors, la dame, elle m'appelle, elle dit, on ne comprend pas, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et l'erreur ici, c'est vraiment... N'oubliez pas que moi, là, je viens encore, même si j'ai fait je ne sais combien de temps en Europe, machin, je suis une Africaine bien, et tout et tout. Et avec le recul, je me dis que j'aurais dû parler. Et je n'ai pas parlé. Et j'aurais dû avoir mes chances. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, bon, de toutes les façons, ils font comme ils veulent. Et tout ça. Mais moi, en tout cas, diplôme, en tout cas, c'est hors de question. Ça signifie que je ne termine pas dans cette université-là. Moi, je dois avoir ma maîtrise. Je vais aller la chercher ailleurs. Et ce qui s'est fait, c'est qu'au moment où je m'étais inscrite à cette université, parce que c'est l'université dans la ville où moi j'étais, et tout, je m'étais aussi inscrite dans une autre université, et tout. Donc quand on m'a prise dans cette université-là, bon, j'ai laissé, je suis allée. Puis je me suis rappelé qu'au fait, tu sais, tu avais une inscription où on t'avait aussi pris de l'autre côté-là. J'essaie un peu de voir un peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Alors j'ai les contacts. Et tu me dis, oui, ta place, elle est toujours là, tu peux, si tu veux, etc. Je dis, OK, bon, vous restez là. Je prends donc tous les cours que j'avais déjà validés. Et tout. J'ai dit, OK, entre-temps, depuis que je m'étais inscrite, voici, j'ai déjà fait ça. Ça veut dire, OK, on va te créditer tous ces cours-là. Et puis après, tu vas aller faire. J'avais la honte, est-ce que j'aurai encore un community development? Heureusement, il n'y en avait pas là. Le cours, franchement, c'est quand même un peu embêtant, même quand j'y pense maintenant. C'était plein de théories, plein de trucs de développement communautaire et tout qu'il faut connaître et qui sont très, très importants. Aujourd'hui, quand je suis vraiment dans la pratique, dans ça, je me rends compte comment c'était important. Mais n'empêche que, non, moi, je veux avoir une maîtrise. Je n'ai pas signé pour un diplôme. Et c'est ça, en fait. Je m'en vais à l'université de Sheffield et je fais mes affaires très, très, très bien et tout. Donc, c'est là que je termine et tout. Et puis après, j'ai ma maîtrise. Donc, c'est un peu ça, à peu près, le parcours. Tout ça. Ouais. C'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Je ne sais pas trop. Moi, je me dis toujours, il aurait fallu peut-être que je parle, il aurait peut-être fallu que je m'explique un peu, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis francophone, mais j'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort. Moi, à Sheffield, quand je suis arrivée, et même à Nottingham aussi. Vous savez, quand les essais là, qu'on a envie, les essais modèles, on dit, voilà, c'est que le professeur attend qu'on affiche dans les valves. C'était mes essais. Donc voilà, Health Need Assessment, voilà, c'est ton essai qu'on a affiché, etc. Voici ce qu'on attend, etc. On veut
ce genre de qualité. Donc, mais malheureusement, avec cet autre cours-là, c'est ça. Donc, quand à l'université, on vous dit qu'il faut réussir partout, ben, il faut réussir partout. Moi, je n'avais pas réussi à cet examen-là. Donc, malheureusement, c'était soit tu acceptes de recevoir un diplôme, mais moi, je ne voulais pas un diplôme. J'avais déjà un diplôme, j'en avais déjà. Donc, je voulais avoir cette maîtrise et je suis allée chercher ça ailleurs. Wow. Mais est-ce qu'il y avait une raison particulière personnelle ou quoi qui faisait par exemple que l'autre cours là ça n'allait pas? Je ne sais pas, peut-être c'était arrivé à un moment, j'avais des jeunes enfants. Mes enfants, en fait moi je les ai eus pratiquement au moment où j'étais en train d'étudier, pendant même que j'étais en temps. Donc j'avais des jeunes enfants, j'avais un jeune foyer, il y avait certainement les challenges de la vie et tout ça. Donc je ne sais pas, peut-être tout simplement que je n'avais pas compris ce qui était demandé. C'est aussi simple que ça. Peut-être tout simplement que je n'avais pas compris ce qui était demandé. Donc, ce n'était pas le standard que la prof elle voulait, tout simplement. Et comment on arrive à quitter l'Angleterre pour se retrouver au Canada? On quitte l'Angleterre parce que quand je termine avec ma maîtrise, j'ai commencé à chercher un boulot. J'étais en train de travailler dans un job, là, et tout ça. Et j'ai commencé à chercher un boulot en lien avec ma maîtrise. C'était pas évident. Je n'arrivais pas à trouver, et puis ça commençait sérieusement à me coller la tête. Et puis, j'ai pensé aussi que j'avais fait le tour. Je ne voyais plus c'est que, du moins, l'environnement dans lequel j'étais me donnait. C'est ça aussi. Donc, je pensais que j'avais fait le tour. Je commençais à m'ennuyer. Et tout. Mais c'était plus le boulot et le conjoint m'a demandé on peut tenter une immigration. C'était vraiment plus pour moi et tout que pour lui parce que lui, il avait un super top boulot là et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Mais entre-temps, entre le processus qui prend quand même 1-2 années, j'ai réussi à faire tout ça et entrer carrément au gouvernement là-bas aussi et commencer à travailler vraiment aussi dans mon domaine en santé publique. Mais une fois, quand j'arrive ici, ce n'était même pas, puisqu'on avait déjà entamé un processus et tout, moi j'arrive, c'était plus pour voir. Et tout, avec je suis déjà plus ou moins à l'aise chez moi et tout, de ce côté-là, tout va bien et tout. Donc j'arrive pour voir. Et j'arrive, quand tu arrives au Canada en été, là, je mettais tout, je voulais vraiment pas venir. On m'a dit, non, mais il faut quand même y aller et tout, vu qu'on a commencé quelque chose, essayer d'aller quand même. Alors j'arrive au mois d'août, ici il y a 10 ans. Et quand tu arrives en été, c'est tellement beau. Oui, c'est beau. C'est tellement beau. En plus, les mois d'août. Au mois d'août. Oh là là, il fait tellement beau. Et puis chez nous, en Angleterre, là-bas, il pleuvait tout le temps. Donc ici, c'était vraiment autre chose. Et puis aussi, j'ai des jeunes enfants. Elles ont 8 et 10 ans. Et moi, ça c'est moi. Quand j'étais en Angleterre, on avait eu ce drame-là qui a secoué un peu tout l'Angleterre et peut-être le monde aussi avec cet enlèvement de la petite Madeleine McCann qui avait 4 ans, enlevée quelque part. Donc on vivait là dans une certaine angoisse et tout ça. Donc moi j'avais ma maison avec un jardin derrière devant. Quand les enfants étaient devant, toi-même tu ouvrais pour voir ce qui se passe. Donc c'est ça. Et quand j'arrive ici, et tout, j'ai quand même eu cette chance de tomber dans une bonne famille qui était ma belle famille et tout. Et je voyais comment il y avait cette insouciance. Et ça, moi, ça me rappelait mon jeune âge aussi. Donc, les enfants, ils partaient, ils jouaient, il y avait des arbres, les enfants montaient dans les arbres. J'ai dit, ça c'est génial. Ils pouvaient partir, ils roulent à vélo, tout ça, personne ne s'intéresse de savoir un peu. Donc, tout semblait safe. J'ai dit, ça c'est quand même un endroit où je pense que je peux m'installer, voir un tout petit peu. J'étais venue vraiment pour voir, valider les documents, les papiers. Donc la maison était encore là. On n'avait pas fait des bagages particuliers. Donc c'était vraiment... Non, je suis venue, je suis restée. Wow. Je suis venue, je suis restée. C'est ça. Et tes premières expériences professionnelles ici au Canada? Premières expériences professionnelles ici au Canada. C'était pas facile. Mais ce que moi j'ai fait, c'est que... c'était une deuxième immigration, quelque chose comme ça, parce que je suis allée en Angleterre et puis entre autres que j'ai passé une dizaine d'années et tout, c'est que j'avais déjà entre guillemets les codes. J'avais déjà entre guillemets les codes. Moi, quand je suis arrivée, quand j'ai terminé avec la Belgique et je suis allée en Angleterre et tout, mon conjoint me dit, ok. Ici, là, si tu ne parles pas l'anglais, vraiment, tu es mal barré. C'est difficile. Ça sera très, très difficile et tout. Le meilleur, j'ai dit, mais il faudrait que j'aille prendre des cours, etc. Il me dit, à Kinshasa, là-bas, tu écrivais, tu parlais, etc. Donc, les cours, là,
les cours, en fait, tu vas aller faire de la pratique. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup aidé. Donc, je suis allée faire du bénévolat. Donc, j'ai fait du bénévolat pendant pratiquement 3 mois en Angleterre dans une institution pour les demandeurs d'asile et des réfugiés. C'était pas facile. Hein. Oui. Là, maintenant, il faut parler. Là. Je me rappelle encore la première fois. Yes, hello, my name is Mireille. Tu entends d'autres trucs. De quoi il parle? Donc, voilà. Donc, tu subis tout ça, mais n'empêche que même avec ça, avec même cette institution-là et tout, pendant que je fais ça, je me suis améliorée et j'ai commencé à faire aussi un peu de traduction, un peu d'interprétariat, un peu de tout. Donc, au fait. Donc, alors, quand j'arrive ici, je sais déjà par où je vais commencer. Oui. C'est ça, au fait. Je ne connais pas le pays, je ne connais pas nécessairement, et j'ai cette chance, il y avait les réseaux sociaux. Et à l'époque, c'était i5, où je ne me rappelle plus exactement, il n'y avait pas encore tous ces Facebook et tout. Donc, il y en avait peut-être, mais je ne sais plus. Mais c'était vraiment, je contacte une ancienne collègue, pas ancienne collègue, une ancienne... collègue de classe d'université à Kinshasa. Alors, comme on est en train de se suivre un tout petit peu sur notre réseau social, je vois qu'elle est plus ou moins dans Ottawa-Gatineau. D'ailleurs, Gatineau, je ne savais même pas si c'était où, je n'ai jamais entendu parler. Elle est vraiment dans Ottawa-Gatineau. Oui. Et toi, alors, je lui ai dit, écoute, ma chère, moi, je suis en train de venir dans vos murs. Elle dit, ah, mais c'est génial et tout, quand tu arrives, fais-moi signe. Et tout. Alors, quand j'arrive, je lui envoie, je ne connais personne. J'envoie un message, je lui dis, je suis là, je suis arrivée et tout. Et un jour, elle vient me chercher, son congé vient me chercher, on part, on discute et tout, on cause. Et elle travaillait dans un hôpital ici de la place. Alors, elle me demande, est-ce que ça t'intéresserait de faire de la recherche ou quelque chose comme ça? J'ai dit, ouais, de toute façon, oui, ça m'intéresserait. Exactement. Et c'est un peu comme ça que je suis entrée aussi. Et elle a dit, OK, je vais aller parler à ses boss, etc., pour essayer de voir un peu. Et donc, ce que je dis, c'est que quand je suis entrée, ce n'était pas pour aller travailler, non. C'était vraiment pour faire du bénévolat. Donc, j'entre là, je fais le bénévolat et tout. Je commence pendant pratiquement une affaire de 2 mois, même, je ne sais même pas si c'était 2 mois, je ne sais même plus. Et tout. On me confie une demande de subvention. On me demande de l'analyser. Alors j'analyse, on me dit, sois la plus dure possible. Et ça, et moi, là, j'aime toujours remercier ma collègue, là, et tout ça, parce que vraiment, c'est vraiment... On sait très bien aussi que c'est pas toujours évident de, là où on travaille, d'aller introduire des gens, mais ça, c'est quelque chose qu'elle a fait, et tout. Donc, mais pour entrer, j'ai dû passer une entrevue. Hein. C'est pas... Moi, je me disais, OK, bon, c'est du bénévolat que je vais aller faire, on part à l'entrevue, et tout. L'entrevue, je vois 4 personnes installées là pour faire du bénévolat. J'ai dit, oh, c'est vraiment du sérieux ici. OK? J'ai dit, c'est vraiment du sérieux ici. Alors, on commence à interviewer là et tout. Il parle et tout. Et je me défends, etc. Il me dit ça, mais toi, tu te vends bien? Moi, j'ai dit oui. Moi, je suis un peu encore à la mode anglo-saxonne. Je sais que nous, en tant que francophones, on nous a très bien éduqués, très bien dit qu'il ne faut pas parler de soi, il faut faire attention. Non. Nous, chez les Anglais, là, c'est pas ça. C'est vraiment, tu te vends. Si tu ne te vends pas, tu n'auras pas. Tu dois parler de toi et tu dois dire qui tu vaux, etc. Donc, j'y allais comme ça, là, et tout. Donc, ils acceptent, ils me prennent pour environ 3 mois. On me donne cette demande de subvention, je n'oublie pas, de l'analyser. On me dit, sois la plus dure possible, là, vraiment, parce qu'on a besoin des feedbacks. Je fais la demande, je dors là-dessus, je travaille là-dessus. Moi, je suis une bosseuse, hein. Donc je commence à faire la demande et j'envoie. On me redonne encore un autre sujet, je ne me rappelle plus trop, j'envoie. À un moment, la dame elle-même, prof, elle me dit, le calibre du travail que tu donnes ne peut pas être donné bénévolement, ne peut pas être fait bénévolement. Ça serait bien et tout, on peut te prendre comme consultant, ok? Donc, on te prend comme consultant et puis tu nous dis juste combien tu veux qu'on te paye pour ça. Je dis les bonnes choses commencent là, l'argent commence à entrer. C'est un peu ça, il dit, that's something good. Et tout, donc c'est un peu ça. Donc on me prend comme consultant et tout, peut-être que je demandais un peu trop, peut-être qu'ils avaient plus de moyens, je ne sais plus. Et tout. Donc là, ils publicisent un poste et tout pour assistant et tout à la recherche. Alors j'applique. Et puis après, je commence à travailler avec eux en tant qu'assistant pendant quelques temps. Ce qui fait que je connaissais quand même les dossiers. Ce qui fait que je connaissais quand même un peu leur façon de travailler. Mais en parallèle et tout, moi, le bénévolat, c'est vraiment très, très important pour moi. En parallèle, je m'étais dit, OK, je ne connais pas
comment les choses fonctionnent ici. Il faut que je comprenne vraiment, vraiment comment les choses fonctionnent. Je suis allée m'inscrire dans un programme qui est ici à Ottawa, un peu un genre de training et tout ça, pour, je crois, les nouveaux arrivants, ou peut-être même les gens qui sont là, je ne sais pas exactement. Et tout, on vous met en entreprise pour pouvoir développer des skills et des compétences. Alors, je m'en vais là aussi. Et tout, là, je travaille à Rockcliffe Community Center avec un autre monsieur. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'arrive, et tout, je me rends compte, il est guinéen, je crois qu'il est guinéen, ou malien, je sais plus. Et tout, et lui, il est médecin aussi. Il a fait la santé publique aussi. Donc, je me retrouve avec quelqu'un qui a plus ou moins le même background que moi. Donc, et tout, qui est responsable de cette organisation-là. Et on commence à travailler. On travaille là. Ce sont des choses aussi que j'apprends, des façons de faire. J'apprends les codes. Je comprends un peu comment est-ce que les choses fonctionnent ici, etc. Donc, c'est vraiment, moi, le bénévolat. C'est comme ça que j'ai commencé ici. Et c'est comme ça que j'ai eu tous les boulots jusqu'à ce que je suis arrivée ici. Même en Angleterre, c'était pareil aussi. Wow. Tu as commencé toujours quelque part par du bénévolat? Oui, par du bénévolat, oui. Voilà. C'est pour ça que moi, dans tout ce que nous faisons, moi, j'encourage beaucoup les jeunes à faire du bénévolat. Et c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas nécessairement cette culture-là dans nos pays. Du moins quand on arrive, je ne sais pas si les choses ont changé, mais du moins moi, c'est que je vois arriver dans nos organismes, n'ont pas cette culture-là. Alors quand tu leur dis, il faut faire du bénévolat, c'est gratuit, tu vas encore aller faire là-bas, on ne va même pas te payer, c'est encore quoi le faire. Non, mais c'est que les gens oublient, c'est que tu vas apprendre, on va apprendre à te connaître, tu vas te faire un nom et tout, et puis tu peux avoir des références, mais surtout, tu vas avoir les codes, c'est très très important. Et ça, c'est ce que les gens généralement n'ont pas. Malheureusement, pour faire une parenthèse, comment je dis que les gens n'ont pas les codes? On reçoit à travers Blue Regard quand même beaucoup d'étudiants, on coach quand même beaucoup d'étudiants et ce qu'on aimerait, ce qu'on fait, c'est vraiment de les aider à s'intégrer dans ce pays et l'intégration passant principalement par un emploi durable, sécure et tout ce que l'on veut et tout. Donc, on aide les personnes quand elles viennent pour leur CV et tout, l'aide de motivation, etc., mock interview, bref, on les accompagne et tout. Et pourquoi j'insiste sur le fait d'avoir les codes, etc. Moi, je suis tombée une fois sur une personne qui, elle est venue nous voir. Et moi, je trouvais, ça, c'est vraiment quelqu'un de bien. Elle était vraiment bien et tout, parlait bien. Et quelqu'un d'assez quand même un peu, on sent qu'il est quand même un peu le sang chaud et tout. Vraiment le genre de personne c'est bien d'être avec, on ne s'ennuie pas, etc. C'est vraiment très très bien et tout. Alors la personne, moi je dis, ça c'est vraiment quelqu'un de bien, il faut essayer de faire en sorte qu'il parte. Je l'envoie à des collègues et tout pour mentorer. Donc on regarde son CV, on travaille le CV, on regarde sa lettre de motivation, on travaille. Il envoie sa lettre de motivation, il a une entrevue. Il vient avec nous dire que j'ai une entrevue. Je dis, ok, non, ce gars, il doit vraiment avoir ce job. Alors, quelqu'un d'autre le prend, on travaille un peu les mock interviews, on lui dit comment il doit se comporter, bref, tout ça, ça se passe bien. Il décroche le boulot. Parfait. Nous, on est très contents, c'est hier. Parce que chaque fois que quelqu'un décroche le boulot, c'est vraiment une satisfaction. Et il décroche le boulot, on est vraiment content. Il s'en va, il commence. Première journée, 2 journées, on appelle pour savoir comment ça se passe. Et puis après, tu comptes bien venir au Canada. Vite à vite. Mais quand, au bout de 3 semaines, la personne nous appelle. Oh, Mireille, et tout ça, j'ai un problème au boulot. Moi, je dis, oh, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tu penses que c'est un problème banal? Il dit, non, on m'a demandé de ne plus revenir. Moi, je dis, comment ça, on t'a demandé de ne plus revenir? On m'a demandé de ne plus revenir et que la prochaine fois que je reviens ici, je dois venir avec un membre du syndicat. Je dis, wow. Là, c'est grave quand même. Là, c'est grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que... On m'a dit non, que je ne peux plus mettre les pieds, mais je dois venir avec un membre du syndicat. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ah ben moi, je ne sais pas, ils sont racistes, etc. Moi, je dis oui, ça c'est facile. C'est facile de dire ça. Je prends, j'accepte. Ils sont racistes, d'accord. Quoi encore? Ouais, mais vraiment, je ne comprends pas. J'ai dit, ok, quand ils t'ont dit ça, tu as quand même parlé avec ton gestionnaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ou bien, qu'est-ce que tu penses que c'est? Parce qu'apparemment, tu ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu penses que c'est? Ben oui, moi, cette dame-là, cette fille avec qui on est en train de travailler, je lui avais juste demandé si elle est mariée ou pas. J'ai dit, ok, ça commence bien. Moi, j'ai dit, ok. Elle m'avait demandé si elle est mariée ou pas. J'ai dit, ok. Et elle t'avait répondu, elle était un peu, etc.
Et après, le lendemain, ou bien 2 jours après, il y avait une tempête des neiges et tout ça. Je travaillais de soir, j'appelle le taxi ne vient pas. Comme elle était aussi en shift, je lui ai demandé si elle pouvait me raccompagner. Et comme par hasard, 2 jours après, on commence à m'appeler, etc. Et on m'accuse au fait de harcèlement. La personne s'est sentie harcelée. C'est un peu dommage et tout. Parce que la personne, elle a emmené son dynamisme, un peu, tu vois, elle a emmené ça au boulot, là, et tout. Chez nous, ça passerait. C'est comment est-ce que tu peux me raccompagner, etc. Peut-être aussi dans d'autres sphères, ici aussi, ça pourrait passer dépendamment, parce que ça, c'est ce qu'il nous a dit. Mais après, on ne sait pas. Mais toujours est-il que les codes, c'est important. Si tu ne sais pas comment te comporter et tout ça, parce que moi, quelque chose que j'ai appris, même venant d'Angleterre, je ne le savais pas. Quelque chose que j'ai appris ici, c'est la bulle. Qu'il faut vraiment respecter la bulle de la personne. Et ça, si on ne te l'a pas dit, si tu n'as pas été en emploi, si tu n'as pas... Bref, tu ne le sauras pas. Il y a une certaine distance qu'il faut garder. Tu ne peux pas être là dans mon champ. Tu vas voir la personne, elle fait ça. Donc, il y a certaines choses que on apprend justement parce qu'on est passé, pas nécessairement par le bénévolat, mais on est passé par une immersion quelque part. Soit peut-être que tu as commencé avec un emploi qui était plus ou moins, sans dénigrer n'importe quel emploi, soit le bénévolat, ou soit par, je ne sais pas, une conférence où on est en train de parler, etc. Donc, moi, c'est vraiment un peu comme ça que j'ai commencé, le bénévolat, et tout, des bénévolats m'a permis d'être où je suis aujourd'hui, entre guillemets. Mais avant même de continuer, il y a cette question qui me revient en tête. Là, tu finis les études au Congo, puis après ça, tu pars en Belgique, tu continues encore les études. Tu t'en vas en Angleterre, là tu as même déjà une famille, tu continues encore avec les études. C'est quoi cette obsession pour les études là? Normalement, quelqu'un, en temps normal, tu te dis, bon, j'ai déjà fini mon doctorat au Congo, c'est beaucoup d'études, on connaît comment ça se passe au Congo, c'est difficile. Tu finis ça, tu pourrais te dire facilement, ben, là je vais juste avoir mon foyer, puis je me limite là. Mais tu continues quand même, en Angleterre, tu continues. C'était quoi là, cette obsession finalement? Disons que je suis quand même quelqu'un qui aime apprendre. Moi, j'aime apprendre et puis j'aime valider les acquis et tout. Et c'est ça, je suis née dans un milieu où on étudie. Je rappelle que si ma soeur, elle va dire, voilà, chez nous, on étudie. C'est la seule chose qu'on a appris à faire. Étudier, travailler, étudier. Donc, on étudie beaucoup et on trouve du plaisir à ça. Et ce n'est pas une contrainte. Et puis moi, je trouve que ça me permet d'apprendre des nouvelles choses, ça me permet de pouvoir parler avec des gens, ça me permet, donc ce n'est pas nécessairement une obsession. Mais en Angleterre, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire parce que c'est ça que je voulais faire de ma médecine, que j'avais appris. Moi, j'ai dit que je ne suis pas clinicienne à la base. Moi, c'était vraiment la santé publique. Il me fallait avoir un document qui certifiait que j'ai fait ça. Donc, c'est vraiment un peu ça. Ici, pourquoi est-ce que je suis allée me mettre dans business administration, une maîtrise et tout, encore études. Je me rappelle qu'en Angleterre, toujours, et tout, parmi les cours, là, quand j'ai changé d'université, il y avait un cours de leadership, management que je n'avais pas pris. Donc, celui-là, je ne l'avais pas pris et tout. Est-ce que j'avais besoin d'en faire une maîtrise ici? Pas nécessairement. Mais comme on aime étudier un tout petit peu, apprendre des nouvelles choses, et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et tout ça. C'est ça. Moi, c'est vraiment un peu ça. Mais est-ce que je vais aller faire un autre doctorat? Pourquoi pas? Pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas encore là. Il faut d'abord que je remette la dissertation. Je peine à remettre. Mais qu'est-ce que, par exemple, tu dirais aux jeunes filles qui ont des ambitions, qui veulent aller, entre guillemets, loin dans ce qu'elles veulent être, par exemple, mais qui ne se donnent pas les moyens? Par exemple, toi, tu t'es donné les moyens de tes ambitions. Pour, par exemple, faire la santé publique, tu t'es dit, il faut encore peut-être que je rentre encore aux études. C'était pour, entre guillemets, être plus en alliance avec ce que tu avais en tête. Mais qu'est-ce que tu dirais, par exemple, aux jeunes filles? Là, c'est même les mois de la femme, les mois de mars. Aux jeunes filles qui ont des grandes ambitions, par exemple, mais qui abandonnent facilement, par exemple, les chemins des études? C'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi les gens abandonnent. Chacun a ses raisons pour lesquelles il abandonne, mais il faut se donner les moyens de ses ambitions. Moi, je pense que je suis partisan des gens qui pensent qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut être l'architecte de sa vie. Donc, il faut se donner les moyens de ses ambitions parce que c'est important. Je ne sais pas, je ne connais pas des cas concrets là parce qu'on est vraiment en général et tout. Ce n'est pas facile quand on est une fille
Ce n'est pas facile. Quand on est une femme, je ne suis pas dans la peau d'un homme, donc je ne parle pas de ce que moi je sais et tout. Donc, ce n'est pas toujours facile et tout, mais c'est possible et tout. Il faut vraiment avoir cette vision-là de ce que l'on veut être comme individu et de ce que l'on veut atteindre et tout, de ce que l'on veut aussi laisser. Et une fois qu'on a cette vision, moi c'est comme ça que je fonctionne, il faut mettre le plan en marche. C'est un peu ça. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qui me permet d'atteindre ça? Qu'est-ce qui me permet de devenir comme ça, comme c'est que je veux? Mais ce n'est pas seulement d'avoir ces objectifs, encore que ces objectifs-là doivent être très très clairs dans sa tête, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis que ça doit être aussi des objectifs qui sont réalistes, parce que parfois on se fait un petit cinéma, on se fait des rêves. Mais supposez même que ces objectifs-là soient clairs et que ces objectifs soient réalistes et qu'on les a même mis par écrit, parce que c'est aussi l'une des choses qu'on oublie de faire et tout. Il faut passer à l'action et très 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 vite agir sur ces objectifs. C'est vraiment se donner les moyens pour vraiment agir. Donc, passer à l'action vite. Moi, je ne réfléchis pas beaucoup là entre le moment où je décide quelque chose et le moment où je passe à l'action. Non. C'est vraiment... Je fais direct et tout. Parce que je me dis toujours, et ça, c'est le monsieur dont je parlais tantôt, là, que j'appelle toujours le boss mentor. Celui qui est médecin et que j'ai trouvé ici. Lui, il m'avait dit quelque chose que j'ai gardé. C'est que tu ne peux pas tomber bas, là. Il y a toujours un safety net somewhere. Même quand tu tombes, il y a un safety net qui va te permettre de... parce qu'il y a un coussin de sécurité quelque part. Tu ne peux pas tomber, te fracasser, même supposer qu'il était troué et que tu tombes et tu te fracasses, relève-toi. Donc, je pense qu'il faut agir. Et surtout qu'on est nous-mêmes les architectes de notre vie. On se donne les moyens pour, mais il faut faire attention. Parce qu'on a tendance aussi à dire, ok, c'est bon, je vais laisser sa vie, entre guillemets, entre les mains du hasard. Et tout, donc ça va arriver, c'est comme ça, etc. Ou encore les attentes des autres, des autrui. Donc, c'est vraiment ça que moi je dis. Il faut vraiment oser penser que c'est possible, parce que c'est possible, et se donner les moyens. Il ne faut pas abandonner. Et tout. Les études, c'est très, très important. C'est très important parce que ça nous permet d'avoir des nouvelles connaissances, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, ça nous permet d'échanger. Étudier, ce n'est pas seulement l'université. Étudier, c'est un peu comme dans les podcasts ici qu'on est en train de faire. Étudier, c'est aller voir aussi, visionner des conférences auxquelles on n'a pas pu assister parce que ça coûtait $3 000. Moi, c'est ce que je fais. Donc, j'ai dit, je ne peux pas payer, je vais attendre que ça soit en ligne. Quand c'est en ligne, j'y vais. Quand je ne peux pas payer parce que je n'ai pas toujours les moyens et tout, donc je vais, je regarde et tout, je prends mon stylo et puis je prends aussi mon bloc-notes et puis j'assiste et tout. Donc, et lire. Il y a, et tout est dedans en fait, parce que tout, entre guillemets, tout a déjà été écrit. Donc, il faut beaucoup lire et c'est une façon aussi de s'éduquer. Mais en tout cas, ça vient un peu comme cette émission, It's in your mind, mindset. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce que tu penses que tu peux? Les gens parfois, moi j'étais hier soir, à une rencontre, c'était un talk show avec des dames et des jeunes filles. C'était sur la confiance en soi et puis se donner les moyens de réussir. Les gens pensent parfois qu'ils ne sont pas capables. Les gens sont parfois inhibés. Il y a une certaine déconstruction aussi à faire de certaines théories que l'on a reçues, que les femmes c'est comme ça, toi c'est comme ça, ou bien parce que dans ta famille il n'y a pas, ça signifie que toi aussi tu ne peux pas. Donc il y a beaucoup de choses comme ça aussi que j'ai entendues hier et que nous savons. Donc en tant à ces jeunes filles-là qui étaient là hier, le message c'était vraiment ça aussi, de vraiment de oser, de rêver grand pour elle-même. C'est vrai que ça fait un peu cliché, parce qu'on entend ça tout le temps, etc. Mais c'est tellement vrai. Et de ne pas, moi c'est ce que j'ai dit toujours aussi, de ne pas laisser sa vie être menée par quelqu'un d'autre. Donc de ne pas être en train de faire le plan de quelqu'un d'autre. Fais le tien. Assieds-toi calmement, dresse un peu qu'est-ce que j'ai envie de devenir, mais qu'est-ce que ça me prend pour arriver là. C'est sûr que ça va être difficile. C'est sûr qu'il y aura des défis. C'est sûr qu'on va tomber. Mais il faut être résilient. La résilience, c'est quoi? C'est cette capacité, justement, à faire de ces défis
une opportunité d'amélioration et tout. Donc, essayer de s'améliorer au quotidien. Il ne faut pas non plus penser que quand on voit certaines personnes qui ont, entre guillemets, réussi ou bien qu'on aimerait être comme ces personnes-là, que ça s'est passé du jour au lendemain. C'est vraiment une étape à la fois. C'est vraiment un jour à la fois. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là? Juste même, j'ai juste appelé tel pour essayer de savoir un peu dans quelle librairie lui il avait pris tel livre. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pour montrer que c'est vraiment même la base et tout. Et de ne pas avoir peur de s'entourer. C'est très, très important ici. Très, très important de s'entourer parce que lorsque tu as dans ton entourage des personnes qui, parce que tu parlais des études, des personnes qui, elles, vont aux études, des filles comme toi qui, elles, vont aux études, automatiquement, hein, tu seras aussi propulsé, ça va aussi te booster. Et si tu as des gens qui n'y vont pas, ou bien qui disent « ok, c'est correct » et tout ça, ben, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, notre entourage nous influence beaucoup. Et il faut faire très, très attention justement à cet entourage-là. Et ça a été d'ailleurs, on parle d'influence, ça a été d'ailleurs quoi l'influence, entre guillemets, que ce soit de ta famille, des amis, sur ce que tu es devenu aujourd'hui? Beaucoup. Beaucoup. Moi, je parle d'abord de ma famille et tout ça. Moi, comme je disais tantôt, c'est vraiment des personnes où on étudie aussi beaucoup l'éducation, entre guillemets, l'instruction académique et tout ça. C'est vraiment quelque chose de très important chez nous, mais pas juste l'instruction pour l'instruction. Il faut savoir faire quelque chose avec ça et tout. Donc, à part ça, dans mon cercle, c'est vraiment des personnes aussi un peu comme ça qui veulent aller de l'avant, qui se tentent de se donner les moyens et qui arrivent à se booster entre elles et tout. Moi, une des choses que j'ai faites aussi, peut-être que je n'en ai pas parlé, c'est vraiment une communauté de femmes. En fait, moi, je reproduis, entre guillemets, les choses qui marchent. Alors, en Angleterre, et puis je n'aime pas m'ennuyer. Ça, c'est une des choses. Tout part du moment où c'est quand je commence à dire « Ah, Mireille, franchement, quand je commence à trop réfléchir, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Automatiquement, je crée quelque chose. Et en Angleterre, c'était ça aussi, et ici aussi. Quand je suis arrivée, je me suis dit, ok, bon, tu connais personne, hein, tu connais 2, 3 personnes, mais comment est-ce que tu fais ça? Mais au fait, c'est pas que tu ne connais que 2, 3 personnes, tu connais 2 ou 3 personnes. Et moi, c'est vraiment, toi je te connais, ok, ça te dirait qu'on organise une activité. En fait, tu amènes 2 personnes. Tu dis aussi à ces personnes-là d'emmener les personnes. Et avec ces personnes, ça fait pratiquement depuis maintenant peut-être 6, 7 ans maintenant. On est une certaine petite communauté qu'on appelle culturelle et j'aimerais leur faire un petit coucou. Et ce sont des femmes et tout. Il y a des étudiants, on était étudiantes, il y avait des étudiantes et tout ça. Il y a des femmes qui sont dans les postes de direction, il y a des femmes qui sont de mères au foyer. Bref, c'est vraiment une communauté sur laquelle on peut se reposer. Des personnes qui vous boostent au quotidien avec, je ne sais pas moi, une parole gentille, avec, voilà, qui sont là pour se soutenir. Et c'est ça, c'est vraiment très, très important. Et ça, c'était très important pour moi aussi pour traverser la pandémie. Voilà. Ce sont des choses comme ça. Donc, les personnes doivent pouvoir s'entourer de bonnes personnes. Donc, c'est un peu quand tu me parles des amis, quelle est leur valeur. Voilà, c'est un peu ça, les amis, les connaissances et le réseau. Les réseaux, les collègues et tout. Moi, comme je le disais encore, on vient d'un milieu ou bien d'une culture, entre guillemets, francophone, où on nous demande de ne pas nécessairement dire les choses, etc. Mais je suis vraiment un peu... parce que moi, c'est en disant les choses que je les obtiens. C'est ça, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'il faut dire, il faut parler. Il faut... c'est toujours aussi de savoir quand est-ce qu'il faut dire et quoi dire aussi, bien sûr. Mais je pense qu'il faut parler. Parce que dans ce que moi je suis devenue, c'est parce que j'ai parlé. Je vous ai dit qu'avant de venir, j'ai contacté quelqu'un et tout. Je suis entrée dans ce poste-là, je ne me suis pas contentée de rester là comme ça. Non, la preuve est que je ne suis plus là et tout. Donc, ce poste me permettait de voyager quand même et tout. Et une fois, je me retrouve à Moncton dans le cadre du travail. Et avec d'autres professionnels et tout, des directeurs, etc. On parle et tout. Tout ce qu'on était venu faire. Moi, je commence à parler de moi. J'ai dit, OK, moi, mes ambitions, en fait, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est pas ça. J'aimerais plus aller en recherche clinique, machin, tout ça. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire, etc., etc. Je causais, je parlais.
et tout. Je retourne à mon bureau, je retourne à mon boulot, et pratiquement une affaire de 5, 6, 7 mois après, on m'appelle. Ah, mais tu te rappelles, tu avais dit que c'était quelque chose qui t'intéressait. Moi, j'ai dit, ouais. Est-ce que ça t'intéresse toujours? On voit déjà que tu as un job à temps plein maintenant et que tu es setter, etc. J'ai dit, tu parles bien. Ouais, tu parlais bien. C'est ça. Et ouais, ben, on a quelque chose comme ça et tout. Peut-être tu pourrais venir voir, appliquer là-dessus. Et voilà, j'applique et tout ça. Je passe les entrevues, je passe tout ce qui a passé et puis voilà. C'est juste parce que j'ai parlé. Et même là aussi, à la faveur de la pandémie, j'étais bien dans ce département-là, c'était correct. Mais moi, n'oubliez pas que j'ai fait la santé publique. Oui, oui. On me dit, OK, voilà, certaines activités vont être délestées et tout ça. Donc, il faudrait que maintenant, on amène les gens qui travaillent ici, peut-être aux ressources humaines. Non. Ici, là, c'est vraiment mon moment là pour que j'aille voir un peu tout ce que j'ai appris, vraiment les mettre en place et tout. Donc, je demande, je dis. Et OK. Ah, mais c'est vrai, au fait, on avait oublié. Mais si tu ne dis pas, on n'avait pas de savoir, on avait oublié. Ouais. Et c'est du win-win, parce que le gestionnaire qui envoie ton dossier là-bas, il est en train d'aider ce département-là. Tu vois un peu. Et moi, en même temps, donc on t'a fait mon affaire et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut parler, il faut dire les choses. Il faut dire où est-ce qu'on veut aller, il faut dire ce qu'on aimerait faire et tout et tout. On n'a pas dit de donner toute la ligne, voilà, à partir de tous les détails, non, mais vraiment, de manière à ce que moi, ça fait tic. Dans ma tête aussi, je rencontre beaucoup de monde. Quand je sais que tel est en train de chercher tel type d'emploi, si l'autre me dit qu'il est en train de chercher, ben, je vous mets en contact. Mais si on ne sait pas, c'est un peu compliqué. Si on ne sait pas, c'est un peu compliqué. Et puis, ça, ce sont un peu les gens avec lesquels je vis et puis que je suis. Et le mentorat. Moi, c'est quelque chose aussi qui aide beaucoup et tout ça. Donc, d'aller chercher dans son réseau, même en dehors de son réseau, des personnes qui sont, en fait, ce que vous voulez être. C'est ça. Le plus possible, qui ressemble à ce à quoi vous aspirez. Et allez les contacter. Allez les contacter. Moi, c'est quelque chose que je fais et tout. Est-ce que c'est facile? Ben, avant, c'était compliqué, mais maintenant que je sais que tout le monde, les gens aiment ça. Avant, je trouvais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais encore faire? Oh là là, c'est tout. Non, maintenant, je sais que tout le monde aime ça. Et puis, les gens sont vraiment ouverts. Les gens sont vraiment ouverts. Donc, quand tu parles leur poser une question, ils vont vraiment t'orienter, ils vont te dire exactement ce que tu as à faire, etc. Donc, moi, je bénéficie beaucoup aussi de l'apport de ces personnes-là. Wow. Ça, comment on peut dire, ça remet vraiment en perspective beaucoup de choses que j'ai vécues même ici sur les campus. On parlait même de la gestion des ambitions aussi, même pour les femmes et autres, le fait de parler. Je me rappelle une fois, je suis commissaire à l'équité ici avec les syndicats étudiants ici à l'université. Puis après ça, il y a des élections qui se passent et moi, je ne voulais plus m'y représenter. Puis là, je contacte d'ailleurs une amie qui est aussi congolaise pour dire je pense que tu as même des compétences pour ces rôles. Bon, moi, j'aimerais bien te soutenir, essayer de t'appuyer pour ta candidature et autres. Mais il a fallu moi convaincre. C'était comme si c'était moi, littéralement. Comment on peut dire? Il fallait vraiment convaincre la personne qu'elle était capable de ça. Alors que moi, je pouvais voir les résultats, je pouvais voir son implication déjà dans d'autres choses qu'on faisait ensemble. Et je pense que c'est beaucoup de femmes, c'est pas... Oui, il y a cette barrière-là pour dire non, je ne suis pas en mesure, non, je ne suis pas capable, non, ce n'est pas ma place. Exactement, c'est vraiment un peu ça. Donc, c'est vraiment cette barrière, comme tu dis, un peu, il y a le manque de confiance en soi, et puis aussi ce syndrome de l'imposteur qu'on est en train de prendre de la place et tout ça de quelqu'un d'autre, je ne suis pas là. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on doit vraiment travailler. Il y a des choses qui doivent être déconstruites et tout dans la façon dont on se voit d'abord pour que les autres aussi puissent te voir. On peut te voir d'une certaine façon, mais si toi-même tu ne te vois pas comme ça, ça devient très très compliqué, très très difficile. Et justement, avec Beauregard, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, d'aider les personnes à prendre leur place. Chacun a une place à prendre. Et tout donc, de vous donner les outils pour que vous puissiez être, entre guillemets, la meilleure version de vous-même. En fait, vous êtes déjà bien, mais peut-être que vous ne le savez tout simplement pas. Donc, réveillez ça en vous avec toutes sortes de mentors, toutes sortes de conférences, toutes sortes de... Et tout ça pour que vous sachiez que, en fait, vous avez votre place ici, comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est vraiment
c'est quelque chose qu'on rencontre souvent chez les femmes, pas seulement les jeunes filles, hein, chez les femmes, même nous autres là et tout ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille quotidiennement. D'ailleurs, là, on parle déjà des Blue Regards. On va parler maintenant de ton implication. Pourquoi avoir, tu vivais déjà professionnellement correctement dans une certaine mesure, puis tu as déjà quand même beaucoup de responsabilités aussi avec la famille et autres. Pourquoi te mettre encore ces fardeaux sur les épaules pour te dire je vais créer Blue Regard, j'ai cette telle vision, je vais mettre ça en œuvre. Pourquoi t'être donné tant de peine, entre guillemets? Ok, donc c'est pas un fardeau. Mais de l'homme, moi. Les gens, quand ils me regardent, ils me disent ah, mais c'est pas possible, toi tu dors jamais. Non, je dors même beaucoup. Je le dis maintenant, comme ça c'est dit. Okay? Je dors, j'ai une vie normale et tout. Mes enfants, quand ils ont besoin de moi, c'est à la minute. Maman est là et tout. Donc de ce côté-là, ça va. Je suis quand même quelqu'un qui aime, même si j'ai échoué à Community Development, j'aime beaucoup le milieu associatif, ça c'est déjà ça, et j'aime faire des activités dont je peux voir l'impact, l'impact positif et tout. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider, mais pas nécessairement toujours comme les gens pensent. Moi, on peut aider de plusieurs façons, que ce soit sur le plan financier, quand j'en ai, je donne aussi, donner de son temps, donner de son énergie pour des causes qui me sont chères. Blue Regard, j'aimerais d'abord parler peut-être du réseau des femmes congolaises, parce que tout commence peut-être un peu par là. Et tout, donc, j'arrive ici, et tout, en 2014. C'était 2014, je crois, ouais, ça fait 10 ans. Ça fait 2014, ça date. Et tout, donc, je me retrouve dans une situation aussi où je ne comprends pas très bien le système. Et tout. Donc, je ne comprends pas le système. C'est vrai qu'il y a des gens à côté pour t'aider, mais il y a des questions pour lesquelles, et tout ça, non, je n'arrive pas à trouver des réponses et tout ça. Alors, en discutant avec ma collègue et tout, on se rend compte qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui nous échappe, en tant que femmes, en tant que femmes noires. Ça serait bien de monter quelque chose pour pouvoir aider ces femmes-là. Et nous, comme on est des médecins à la base, on voulait juste que ce soit ne serait-ce que d'abord dans le domaine médical, ne serait-ce que naviguer le système de santé ici. C'est vraiment, même jusqu'aujourd'hui, là, c'est encore très, très compliqué. Que tu sois, quand tu es au Québec, c'est différent. Quand tu es en Ontario, c'est différent. C'est vraiment différent. Comprendre le système de santé. Moi, j'ai des personnes qui viennent, qui me demandent « Ah, mais c'est où que je vais aller? J'ai mal, je ne sais pas moi, à l'œil. C'est où que je vais? J'ai mal, je me sens mal ici, j'ai une éruption ici. Est-ce que je vais directement chez le dermatologue? Non. Donc, tu es habitué avec des choses chez toi. Et puis, quand tu arrives ici, tu te rends compte que c'est totalement différent. Et tu ne sais pas, tu n'as pas de point d'ancrage pour des gens pour pouvoir t'aider là-dessus. Et tout. Alors, on a dit, OK, on va essayer de monter quelque chose pour aider les femmes noires et tout ça en termes de santé, pour qu'ils puissent pouvoir, pour promouvoir non seulement la santé et tout, mais qu'ils puissent aussi apprendre à naviguer un peu ce système qui est un peu très, très compliqué. Donc, on met ça en place. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé Congolese Women Network? Là, c'est vraiment par fierté nationale. Parce que j'aurais pu être, je ne sais pas moi, black, africaine, whatever. Non, fierté nationale, parce qu'il y a aussi cette histoire d'identité qui nous tient à cœur. Parce que, pourquoi? Et c'est vraiment très important. Nous, quand on arrive, parce que moi, c'est ça le constat que je fais, et tout, quand je dis que je suis congolaise, on me dit, ah non. On me dit, oh, non, comment? Je suis congolaise. Non, moi je suis congolaise. Et toi, ah non, les Congolaises ne sont pas comme ci, les Congolaises ne sont pas comme ça. J'ai dit, les Congolaises ne sont pas comme ci, comme ça, comment? Parce que moi, les Congolaises que je fréquente sont comme ça, sont exactement. Donc, c'était un peu pour aussi penser redorer un peu l'image de la femme congolaise et tout. Ça signifie que nous, on sait que quand on va faire les choses, on va les faire très, très bien, à un niveau, à un standard très, très élevé. Et on n'est pas les seuls. Les femmes congolaises font des très bonnes choses et tout. Alors, on voulait justement que lorsqu'on cite Congolese Women Network quelque part, les réseaux de femmes congolaises quelque part, on parle même du Congo, qu'on cite seulement Congo. Là. Cette initiative, c'est du réseau de femmes congolaises. Ah bah oui, ce truc-là, c'est le réseau des femmes congolaises. Cité, oui, que ça soit ça. Mais ça, c'était vraiment un peu par fierté. Mais on sait aussi très bien que ce n'est pas seulement pour les femmes congolaises, c'est vraiment pour toutes les femmes des communautés noires. On a tous plus ou moins les mêmes besoins en termes de santé, etc. Donc, si on peut aider, de toute façon, on travaille avec toutes les femmes de toutes les communautés, y compris même les caucasiennes et tout ça. Et ça, c'était vraiment les femmes.
On entre avec la pandémie. Moi, dans mon emploi en tant que gestionnaire, pendant la pandémie, j'ai eu beaucoup de jeunes qui étaient venus. Il y avait cette plateforme, je ne sais pas si tu connais, Je contribue, à travers laquelle on avait engagé plusieurs personnes, toutes personnes qui pouvaient contribuer à la pandémie, à l'effort de guerre. Oui, en ce moment-là, oui. Voilà, en ce moment-là. Donc, que tu sois architecte, que tu sois géologue, que tu sois personne à la maison, que tu sois médecin, que tu sois... Bref, on avait vraiment besoin des personnes pour pouvoir contribuer. Donc, contribuer, c'est-à-dire qu'on allait te donner des tâches que tu pouvais faire. Ce n'est pas d'aller donner l'argent. Donner médecine, non, c'est pas ça. C'est vraiment contribuer parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et parmi les personnes qui étaient venues contribuer, il y avait beaucoup d'étudiants internationaux. Et moi, j'avais beaucoup d'étudiants internationaux dans mes équipes, comme agents administratifs. J'avais beaucoup d'étudiants internationaux dans mes équipes, comme aide de service. Et en causant avec ces étudiants-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses il y avait des choses qui manquaient, en fait. Il y avait des choses que ces personnes auraient pu faire, mais ne savaient pas. C'est, par exemple, les équivalences. Oh, oui. Ils se sont retrouvés, ok, mais ils me demandent des équivalences. Moi, je suis, mais toi, quand tu es arrivé, tu n'as pas fait tes équivalences. Non, je n'ai pas fait. Oh, comment tu n'as pas fait tes équivalences? Maintenant, tu es là, tu dois commencer à envoyer demander. Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça que les étudiants ne savaient pas nécessairement, que les jeunes ne savaient pas, etc. Et en causant avec eux. Et puis, leurs besoins. C'était des gens qui étaient seuls ici pendant la pandémie, avec la famille de l'autre côté et tout ça, il y avait toute cette charge mentale sur eux. Ils ne savaient pas non plus comment naviguer. Et c'est là, justement, c'est à partir de là, au fait, qu'on a décidé de mettre Blue Regard en place. C'est parti d'abord pour les étudiants. Au départ. C'est pour ça qu'on est vraiment avec eux, là, et tout ça. Et puis après, on a essayé d'ouvrir pour tous les membres des communautés noires, parce que les besoins sont pratiquement pareils et tout. Donc, c'était vraiment pour répondre aux besoins de ces jeunes, ils n'étaient peut-être pas tous étudiants, mais des jeunes, des communautés noires et tout, en termes de navigation un peu de ce système, vous arrivez et tout ça, comment est-ce que vous pouvez bien vous intégrer et tout. Donc c'est vraiment un peu ça qui était le leitmotiv là. Et puis après, on a ouvert ça un peu plus. Et on est allé dans la communauté, on a toujours les mêmes besoins, etc. Il y a plusieurs organisations, mais on n'arrive pas nécessairement à nous aider, nous, comme nous, on veut. C'est vrai, les autres, c'est vraiment un peu large et tout, mais est-ce que l'on trouve, lorsqu'on veut s'intégrer ici, dans ce pays, ou bien dans la ville où moi je suis à Gatineau, quels sont les organismes qui vous aident vraiment à vous intégrer en parlant de vous avec vos problèmes, etc. en les pointant du doigt. Il y en a qui sont là, d'ordre un peu plus général, etc. Donc on voulait vraiment aller chercher nos gens et les aider. Voilà, c'était vraiment... Et comment ça se passe jusqu'à présent? Ça se passe très très bien et tout. C'est sûr qu'on a quelques défis, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on se considère comme un organisme qui travaille avec tout le monde. C'est-à-dire que, un peu comme chez nous, là, on est élevé, l'enfant n'est pas élevé seulement par son papa et sa maman à la maison. Il y a les tantes, il y a aussi les voisins. C'est tout le village, c'est tout le monde qui contribue à l'éducation de cette personne-là. D'où c'est comme ça que nous travaillons. C'est-à-dire qu'on est limité en termes de connaissances. Moi, je connais que c'est que je connais, toi, tu connais que c'est que tu connais. C'est-à-dire qu'on va chercher les expertises dans notre milieu, d'abord, et tout. Si on a besoin de quelqu'un qui veut venir parler, je ne sais pas moi, d'architecture, je dis n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai avec les architectes? Ah oui, non, je veux changer peut-être de droit ou je ne sais pas quoi. Donc, on va aller chercher cette personne-là qui va venir donner soit une conférence, soit qui va venir mentorer, soit qui va venir prendre en charge. Bref, parce ce qu'on sait, c'est qu'au sein de la communauté noire ici au Canada, nous avons toutes les expertises possibles. Mais malheureusement, parfois, on travaille en silo. Alors nous, on aimerait ramener toutes ces personnes-là d'une façon ou d'une autre pour constituer justement ce village-là, pour nous-mêmes, parce qu'on peut s'inspirer les uns des autres, pour nos enfants, c'est-à-dire les jeunes, et pour les moins jeunes, les adolescents aussi. Donc, c'est vraiment un peu ça que nous faisons. Wow. En tout cas, j'ai déjà participé à l'un de tes événements. Donc, c'était grand joyeux.
Il y a, moi, je pense, l'événement récent qui était, je pense, au palais de congrès de... Est-ce que c'était parlé de congrès? Non. À la maison du citoyen? Oui, à la maison du citoyen, quoi, ici, à Gatineau. Le campus? Oui. Je me rappelle, il y a toujours, je pense, c'était une petite fille, je pense, peut-être elle avait 7 ans ou 6 ans. Je n'avais même pas demandé l'âge, mais elle était vraiment très petite. Elle s'intéressait un peu à ce que je faisais dans l'immobilier et autres. Mais la pertinence des questions qu'elle me posait, exactement. moi, j'étais dépassé. J'ai regardé même mes autres confrères qui étaient à côté, tout le monde était dépassé. Elle posait moi des questions. Même moi, pour poser ce genre de questions-là, peut-être c'était à mes 20 ans. Voilà. Mais ça montre vraiment que dans notre communauté, il y a vraiment la jeunesse qui a du talent, qui a de l'intelligence. Oui, si elle est bien encadrée, on peut faire quelque chose. Oui. Et c'est vraiment ça, vraiment le but. Parce que cet enfant-là, peut-être elle s'intéresse à l'immobilier, ou peut-être qu'elle a des intérêts variés. Oui. Elle vient poser les questions et tout, parce que peut-être elle a déjà, ses parents sont peut-être là-dedans, ou bien on la pousse vers ça. Moi, j'en sais absolument rien. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas ça. Qui n'ont pas ce soutien-là, qui n'ont pas ces supports-là. Ce sont ces personnes-là aussi qu'on va chercher. Parce que moi, si je ne parle que médecine ou bien quoi que ce soit à la maison, mes enfants, ils vont comprendre ça et tout. Mais on aurait aussi besoin d'aller développer d'autres compétences, d'aller qu'ils s'intéressent aussi à autre chose et surtout qu'ils puissent voir que les choses ou bien les objectifs qu'eux veulent atteindre en tant que professionnels ou bien plus tard, il y a au fait quelqu'un d'autre qui leur ressemble, qui est ça, à qui ils peuvent se référer, à qui ils peuvent aller poser des questions. C'est un peu ça le but du salon de formation et des carrières. Donc, on l'organise d'ailleurs le 19 juillet. Donc, ça sera encore à la Maison d'Histoire, mais ça sera vraiment beaucoup plus grand. Et tout ça, donc on prend vraiment tout l'espace. Tout l'espace et avec plusieurs institutions académiques et puis aussi des professionnels et tout ça, on veut le faire beaucoup plus grand. C'est vraiment pour donner... à ces jeunes des modèles, pour qu'ils puissent voir des personnes qui sont, comme tu me demandais tout à l'heure, une personne qui s'est découragée, une jeune fille et tout ça, qui ne veut pas abandonner, mais quand elle va voir que Madame Linda, par exemple, qui était là, est ingénieure civile et qu'elle travaille à la ville de Gatineau, qu'elle fait ça, parce qu'ils viennent avec leurs outils, et que ça signifie que, mon Dieu, moi je voulais aussi devenir ingénieure civile, donc c'est possible. Si elle l'a fait, ça signifie que c'est possible. Je peux lui demander qu'est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle est arrivée. Donc, les personnes ont directement un contact direct avec différents modèles. Donc, c'est vraiment très important parce que parfois, on n'a pas les modèles. Et dans ce pays, c'est vraiment très important d'avoir ces modèles-là. Nous, quand on grandissait, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses. Moi, je dis que moi, on m'a dit d'aller faire la médecine. C'était médecine, économie, droit. Vous choisissez. Donc, aujourd'hui, si tu as envie d'être vétérinaire, tu es vétérinaire. Aujourd'hui, si tu as envie d'être, je ne sais pas moi, chef cuisinier, tu es un bon chef cuisinier. Aujourd'hui, si tu as envie d'être coiffeur, esthéticien, c'est parfait. Donc, il y a des modèles de réussite. Si tu veux être entrepreneur totalement, on te montre comment tu fais. Mais pour ça, c'est très facile pour moi, si je me retrouve devant quelqu'un qui me ressemble, d'aller poser toutes les questions. Et puis la personne va me parler peut-être en langue, je vais donc comprendre encore mieux. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ce que nous essayons de faire. C'est vraiment un village qu'on essaye de créer et tout pour nous-mêmes et aussi pour ceux qui viennent après nous. Et avec objectif, c'est vraiment que les personnes se développent économiquement. C'est vraiment ça, parce que si tu n'as pas les sous... C'est difficile. C'est un peu compliqué. C'est très compliqué. J'avoue que c'est très compliqué. C'est vraiment ça. C'est vraiment un développement économique que l'on vise pour la communauté noire, mais aussi un développement social. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans nos communautés. Donc, le fait de savoir qu'on a ce village-là, le fait de savoir qu'il y a des endroits où ils peuvent aller, ils peuvent trouver du soutien, des supports et tout ça, c'est vraiment déjà quelque chose de bien. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas seul. On travaille avec ces professionnels, on travaille avec d'autres organisations aussi, pour que ça soit le plus de personnes possible qui viennent de différents milieux qui puissent bénéficier, justement. Wow. Et d'ici 5 ans, 10 ans, où est-ce que tu vois Congolese Women Network ou même Blue Regard? Ok, je parlerai beaucoup plus de Blue Regard. Là, ça, c'est vraiment ce que j'ai dit. Parce que là, c'est vraiment là où on s'en va. C'est on voudrait vraiment que ce soit
une référence dans la communauté. C'est pour ça qu'on est en train de se battre. Pas seulement dans la communauté ici à Gatineau, mais vraiment dans le pays. Moi, quand je suis arrivée ici au Canada, quand je suis arrivée par Montréal-Trudeau, quand je suis arrivée directement, je ne sais plus si c'est l'agent de l'immigration qui, là, je sais pas, m'a donné un leaflet. Ah, vous allez à Gatineau. Oh, la belle ville de Gatineau, c'est entre les deux. C'est entre les Québec et l'Ontario. Oh là là, vous allez bénéficier de deux parce que vous êtes à côté d'Ottawa, tout ça, c'est beau. Mais voilà, quand vous allez arriver, donc pratiquement, on est accueillis. Hein. Oui. Quand vous allez arriver la semaine prochaine, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller à tel endroit, etc., pour demander ceci. Vous voyez, dans les documents là qu'on répond, bientôt, il faudrait qu'il y ait le document de Beauregard dedans. Donc, quand vous allez arriver, vous êtes étudiant, vous êtes jeune et tout ça. Ok, vous allez à Gatineau. Ah, ok, c'est certainement qu'on sera à Montréal aussi. Vous allez à Gatineau, donc ça signifie que aller à telle organisation, dans telle organisation, et vous pourrez être aidé là-bas pour qu'on puisse vous aider à vous installer correctement ici. Wow. Ouais, c'est ça. Ah, une très belle vision. C'est ça. C'est une très belle vision, en tout cas. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment... Et pour ça, c'est que il faut être excellent dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on ne lésine pas sur... on est vraiment... On se bat pour... We are accountable, c'est ça, hein, et tout. Donc, on est responsable de ce qu'on fait et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On sait qu'il y a beaucoup d'organisations aussi et on aime travailler avec toutes ces organisations-là. Oui, c'est ça. Wow. En tout cas, c'est une très belle vision. En tout cas, on vous souhaite. Merci. On vous les souhaite en tout cas. Puis on voit déjà les résultats de toutes les façons, like, chaque année avec Beauregard. Like. Merci. En plus, cette année, tu dis que ça sera encore plus grand. Oui. I can't wait to be there. Yeah. Ça sera vraiment, vraiment beaucoup plus grand. Et pour les détails, on va attendre les détails. On va attendre les détails. Mais like. Après avoir vécu tout ça, que ce soit au Congo, en Belgique, en Angleterre, ici au Canada par exemple, qu'est-ce que toutes ces expériences, entre guillemets, ont forgé en toi, que ce soit ces expériences professionnelles, que ce soit côté plutôt l'éducation et autres, qu'est-ce que ça a forgé en toi aujourd'hui par exemple? Moi, au fait, aujourd'hui, je suis une personne beaucoup plus patiente. Wow. Ça, c'est déjà ça. Je ne l'étais pas. Wow. Je ne l'étais vraiment pas. Je suis d'abord quelqu'un qui te dit tes cas de vérité, puis après. Non, ça, toutes ces expériences m'ont permis d'être beaucoup plus patiente aussi avec la vie et tout, et beaucoup plus résiliente dans les choses et tout. Moi, j'ai toujours plus ou moins su ce que je veux. Et quand, je ne sais pas, quand il m'est arrivé de douter un tout petit peu, au moins, je savais ce que je ne voulais pas. Je savais, par exemple, qu'en arrivant ici, il y a ça que je n'allais pas faire, ça que je n'allais pas faire. Bref, c'est un peu comme je le dis, j'essaye et tout de mon mieux d'être l'architecte un tout petit peu de ma vie et tout. C'est vrai qu'il y a des impondérables, c'est vrai qu'il y a des défis, c'est vrai qu'il y a des ajustements, c'est vrai qu'il y a des virements, 360 degrés et tout. Ça fait partie de la vie et je suis quelqu'un, ça m'a permis aussi d'être quelqu'un responsable. Responsable, c'est-à-dire que, comment je peux dire ça? Que je prends sur moi. C'est ça. Moi, je ne me rappelle pas, en tout cas, la dernière fois que j'ai dit c'est la faute de tel, si quelque chose comme ça est arrivé, pas ça, non, pas du tout. Moi, j'essaie de voir quelle est ma part de responsabilité dans ça. Je prends ce qui m'appartient et j'essaie de travailler avec ça pour faire mieux, c'est ça, et tout. Donc, ça m'a permis à être quand même résiliente et tout dans beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi comme j'ai parlé aussi de la patience, et surtout, ça m'a permis de comprendre que, au fait, tout le monde a du bon. Oui. Ça, c'est vraiment l'humain, là. C'est vraiment... Parce que je travaille beaucoup avec les gens, je côtoie les gens, etc. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est bien en toi et de le mettre de l'avant. C'est ça que je fais. Et ça, c'est que ce soit professionnellement, que ce soit dans les associations, que ce soit quand je parle avec les gens, c'est vraiment... de sortir ce qui est le bon qui est en toi et puis le mettre de l'avant. Et tu vas voir que ça va rayonner sur tous ceux qui semblent être un peu moins bons, entre guillemets, parce qu'on en a tous et tout. Oui. Mais c'est vraiment ça. Wow. Et puis de croire que tout est possible, en fait. Moi, je dis ça, les gens, ils pensent que...
Quand je le dis, les gens pensent toujours que non, je raconte ma vie. Non, non, moi, c'est très rare qu'on me dise non. Parce que, au fait, je ne sais même pas pourquoi on va me dire non. Parce que les choses que je demande généralement, au fait, je pense que les gens sont déjà prêts à le donner. C'est ça, au fait. Et moi, je demande. Je demande. Je travaille avec des organismes, ce qui fait qu'il faut aller faire des sollicitations, il faut aller faire des demandes pour des subventions, il faut aller faire des demandes pour qu'on te donne, etc. Parce que tu ne peux pas sortir tout ça de ta poche et tout. Et moi, je ne me gêne pas pour demander et tout. La première fois que, ici, quand je me suis dit, OK, bon là, on a quand même fait sortir l'argent de sa poche, ça suffit. Là, mais il faut quand même que la communauté là, puisse aussi faire que les gens soutiennent. Donc, je vais aller faire une demande. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi-même. J'étais dans ma voiture, je sors de la voiture, je me dis, OK, j'avais déjà planifié que j'allais aller demander à tel endroit et tout ça. C'était une épicerie et tout ça. J'allais demander s'ils peuvent nous aider pour subventionner. Alors, j'entre dans l'épicerie, je vois la personne, et j'avais ma fille avec moi. J'entre dans l'épicerie, ma fille était dans la voiture. J'entre dans l'épicerie, je vois le gérant et tout, j'achète ce que j'avais acheté et je ressors. Je n'ai rien demandé. J'entre dans la voiture, je me dis, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Ressors. C'est ça. Et là, je ressors. Et je rentre dans l'épicerie. Je dis, en fait, j'ai oublié de vous dire au fait que nous organisons ça, 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 etc. Et puis, on aurait quand même besoin d'un coup de main. Je ne sais pas si il y a des choses, si c'est quelque chose que vous faites. Est-ce que vous pouvez donner? Ah ben oui, 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 c'est combien que vous avez besoin, etc. Et là, quand on te donne, ça te booste pour le prochain. Hein. J'ai démarré la facture direct le prochain, etc. Et ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure des années, tu te rends compte au fait que les gens, ils veulent donner. Les gens veulent donner, que ce soit de leur temps, que ce soit de l'argent, que ce soit des denrées qu'on en demande pour les étudiants ou les autres jeunes. Les gens veulent donner. Parfois, ils ne savent pas par où donner. Et que moi ou mon organisation, nous sommes juste des intermédiaires, en fait. C'est ça. C'est comme ça que moi, je me conçois. On est juste des intermédiaires pour le canal par lequel eux aussi peuvent donner et avoir leur bénédiction. Moi, je suis chrétienne. Et avoir leur bénédiction pour ce qu'ils font. Donc, va, tu t'en et puis c'est ça. Si jamais on te dit non, mais ça, je ne me rappelle pas, même pas une seule fois, qu'on m'ait dit non. Donc, il ne faut pas que ça commence non plus sur C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Donc, aider les gens. Aider comme on peut. C'est ça, avec ce qu'on a et ce qu'on peut donner. C'est ça. Que ce soit, comme je dis, en termes de temps, en termes d'engagement, il faut s'engager dans les causes. Et l'une des choses dont peut-être que je n'ai pas parlé, ou peut-être que j'ai parlé, qui m'a beaucoup, qui a aussi façonné ou que je retiens, c'est l'importance du réseau. Oui. L'importance du réseau ici. Quand je suis arrivée dans ce pays, on me disait, oh, ici c'est le réseau. Qu'est-ce que ça signifie le réseau? Moi, le réseau, c'est le réseau. C'est ça. C'est autre chose. Ici, hein, c'est le réseau. Ici, c'est vraiment, il faut savoir le bâtir. Et il faut savoir le conserver. Il faut savoir comment faire avec ça. Et ça, ce sont des choses aussi que nous apprenons à nos jeunes et tout. Donc, ce n'est pas seulement aller dans un networking event, y aller. Déjà, il faut y aller parce que... C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Y aller. Mais quand tu y vas, comment est-ce que tu te prépares pour y aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont les 2, 3, 4 personnes que tu as vraiment ciblées que sont... Et puis, c'est pas seulement... Parce que quand on va... Parce qu'on parle de réseau, les gens, ils pensent aussi que tu vas, tu prends les cartes de visite, tu prends... Non. Toi, qu'est-ce que tu as à offrir? C'est généralement ça que les gens oublient. Qu'est-ce que toi, tu as à offrir? Qu'est-ce que toi, tu donnes d'abord? Il faut d'abord donner, et puis après seulement, tu peux recevoir. Et tu vas recevoir beaucoup. Wow. En tout cas, il faut beaucoup donner, en tout cas. Il faut beaucoup donner, que ce soit de son temps, que ce soit... Là, ce n'est pas toujours parfois de l'argent, très rarement. Non, ce n'est pas toujours. Ceux qui ont de l'argent, ils donnent de l'argent. Si tu as de l'argent, tu donnes. Si tu as du temps, tu donnes. Parce que la personne qui donne de l'argent n'a peut-être pas le temps, mais qui va exécuter les tâches. Mais quand tu as l'argent, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? C'est tout. Donc, chacun peut donner ce qu'il a. Il faut juste être engagé. Ici, déjà, dans les écoles, et même en Angleterre aussi, à l'école secondaire, je pense ici, vous avez, je ne sais pas, 40 heures de bénévolat obligatoire. 40 heures de bénévolat obligatoire. Tu dois les faire. Donc, c'est déjà dans la culture que tu dois pouvoir redonner à la communauté. Donc, nous, on ne vient pas nécessairement avec ça et tout. Donc, et c'est vraiment dommage parce que parfois, les jeunes que nous encadrons, ils pensent au fait qu'on leur doit tout.
C'est ça qui est un peu dommage aussi. Qu'on leur doit tout et que peut-être que nous recevons des financements, etc. Mais ils ne savent pas que même si on doit en recevoir, il faut aller les chercher. Ça demande de s'asseoir et c'est dans le temps bénévole. Et en contrepartie, c'est que nous, on demande, c'est que vous, on vous le donne, là, nous, on va les chercher, il n'y a pas de souci et tout. Mais vous redonnez aussi à la communauté par votre temps, par votre engagement. Venez, je ne sais pas, moi, il y a une conférence à Ottawa, venez servir à l'accueil, venez aider dans telle activité, venez aider... aider les plus petits que vous dans les devoirs. Quand on va faire le campus, on a eu ça, des jeunes qui sont venus pendant toute la semaine du campus l'année dernière, qui sont venus donner de leur temps pour ces enfants-là qui étaient venus pour les ados. On a traîné un tout petit peu et ils sont venus, ils étaient là, c'était vraiment parfait. Donc, on est tous impliqués d'une façon ou d'une autre. Toi-même, tu étais venu et tu as donné de ton temps. Tu n'étais pas régulièrement. C'est ça, c'est un peu ça que je suis en train de dire. On donne. C'est les conseils que tu as pu donner là-bas à cette personne-là, cette jeune fille-là, ou à toutes ces, je ne sais pas moi, 200 qui étaient passés devant toi là. Ils ne les auraient peut-être pas eus. Et surtout quand ce sont des jeunes comme vous qui leur parlent, ça fait encore une différence. Parce que nous, ils ont l'impression, ben oui, ce sont les gens là qui connaissent toujours tout. Mais c'est quand quelqu'un de leur génération qui leur parle, ça touche un peu plus différemment. Ça touche, c'est pour ça que nos activités, généralement aussi, ça part des besoins des jeunes. Les conférences, quand nous, on les met à part, les conférences pour les femmes, etc., c'est vraiment tout ce qui est à caractère, qui touche beaucoup les jeunes. C'est vraiment, ça part de leurs besoins. Eux, c'est eux qui disent, les jeunes membres de l'organisation, qui disent, OK, on aimerait vraiment en savoir un peu plus sur l'acquisition, je ne sais pas moi, immobilière ici au Canada. Ah, franchement, on a eu une conférence sur les finances, mais on pense qu'on est dû pour another one. Donc, des trucs comme ça. Donc, et tout. Donc, ce sont des événements pour eux, par eux. Et généralement, on leur laisse la place aussi pour briller. Donc, animer ces événements-là, etc. Donc, c'est ça. Wow. On tend déjà presque vers la fin. Je ne vois même pas le temps passer. Mais tu as parlé au départ que quoi, tu avais 3 filles. Au travers de tout ce que tu fais ici, c'est quel exemple que tu voudrais montrer à tes filles, par exemple? OK. En fait, c'est un peu comme on le disait tout à l'heure. C'est vraiment que vous êtes, au fait, les architectes de votre vie. C'est vous qui décidez, à travers vos choix et vos aspirations, de ce que sera votre vie demain. Et que aussi, il faut se donner ces moyens-là. C'est vraiment la valeur du travail aussi. Mais c'est un couteau à double tranchant, justement. Quand mes filles me voient, c'est pour ça que je disais, j'ai commencé par dire, ne vous inquiétez pas, je dors, je parle avec elles, tout va bien. Donc, on a l'impression que je donne beaucoup, je travaille beaucoup, etc., etc. C'est vrai. Et toute la valeur du travail, moi, c'est vraiment très, très important pour moi. Mais quand je dis c'est un couteau à double tranchant, il faut savoir aussi à quel moment s'arrêter. Et c'est ça. Elles le savent très bien. D'ailleurs, il y en a une qui me demandait, c'est quand que tu vas à ta retraite? C'est la semaine prochaine. Donc, j'y vais. Donc, je prends mes 3 jours sans rien, etc. Donc, pour pouvoir m'arrêter. Et voilà, c'est comme ça que je vais passer ça. Donc, il faut savoir s'arrêter à un moment pour ne pas tomber dans le burn-out et tout. Donc, elle voit aller, elle regarde, et tout, mais elle voit aussi que c'est quelqu'un qui fait au fait les choses qu'elle aime faire. C'est ça. Donc, moi, je suis arrivée à un niveau où je fais les choses que j'aime faire et qui m'épanouissent. Je suis dans un emploi que ça fait 5 ans pratiquement où je ne me suis jamais levée en train de dire « Oh mon Dieu, je suis encore à l'autre. » Non. Je suis vraiment quelque part que j'aime bien, qui est une très bonne équipe et tout ça. Et puis après, à côté, je fais les choses que j'aime aussi et tout, qui ont une certaine valeur. Et c'est que je leur apprends aussi à travers, c'est vraiment de donner à l'autre. OK? Mais parler aussi, je parlais un peu de ma famille et tout ça. Moi, on vient du Congo et tout ça. Et ma mère, c'est quelqu'un qui donne. Elle a, je ne sais pas, elle a toujours 10 000 personnes au Congo. Donc, je ne sais pas comment elle fait. Elle donne de son temps, elle donne de son énergie, elle est impliquée, elle était impliquée au pays, elle était impliquée dans toutes sortes d'associations et tout ça. Et c'est quelqu'un qui a toujours donné. Et quelque part aussi, quand je regarde aussi mon parcours à moi, et je regarde un peu les jeunes qui sont autour de moi,
ça me viendrait aussi peut-être, à part tous les aspects académiques que mon père il est aussi à l'université, mon grand-père maternel. Lui, c'est quelqu'un qui recevait aussi, qui était professeur à l'époque, là, et tout ça, qui avait toujours des jeunes aussi qui aidaient, etc. Donc, on a, en fait, tout ça. Et ses enfants, ses filles, elles voient ça. Et tout, c'est qu'on vit ensemble. On ne peut pas vivre seul dans ce monde ici. Autant tu donnes, autant tu reçois. C'est un peu ça. Tu donnes de ton temps, mais il y a quelqu'un d'autre qui te donne aussi. C'est ça. Toi, tu peux aider d'une façon. Il ne faut pas t'attendre à ce que ce soit la même personne que tu as aidé qui va t'aider. Non. Toi, aide et oublie. Fais ta part. De l'autre côté, tu verras que tu vas recevoir aussi en retour. Et elle le voit tous les jours. Il y en a une qui est en train de faire ses études ici. Et elle a un mentor qui est totalement quelqu'un aussi qui est venu. Bon, c'est ça. Donc, qui prend aussi de son temps pour l'aider aussi à avancer dans sa vie. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Donc, c'est un peu cette affaire de village-là. Tout le monde, on est tous en train de s'entraider et d'aider à ce qu'on puisse s'épanouir les uns des autres. Et c'est seulement dans ces conditions-là qu'on pourra tous y arriver. C'est peut-être ma façon à moi de contribuer à ce que le monde soit un peu meilleur. C'est un peu ça. Ah oui, une très belle façon en tout cas. Puis, là, on tend directement vers la fin, mais j'allais m'en vouloir de ne pas poser cette question. Là, cette semaine, on parle d'entrepreneuriat, on en a un peu parlé, on parle de mindset, on en a aussi parlé, mais on parle aussi de spiritualité. Les noms, c'est Issachar Mindset. Issachar, c'était l'un des fils de Jacob. Donc, et cette question, c'est par rapport à la spiritualité. Donc, tu as parlé de ce que tu étais ici, aussi chrétienne et autres. Quel a été le rôle, entre guillemets, de la spiritualité ou même de ta relation avec Dieu dans tout ce que tu es devenu aujourd'hui, ou même dans tout ce que tu penses devenir un jour? Pour toi, mis à part le fait que tu as fourni des efforts pour être ce que tu as étudié, tu t'es donné à fond, tu as, entre guillemets, tu as vraiment fait ce que toi, tu devais faire comme part. Mais quelle est la place, entre guillemets, du divin, entre guillemets, dans ta vie? Elle occupe toute la place, en fait. Elle occupe toute la place. C'est vrai que le aide-toi, le CED va t'aider, moi, c'est vraiment ça. Mais moi, je remets chacune des choses que je fais entre les mains de Dieu. Il arrive que tu as prévu de faire quelque chose. Tu l'as monté, un projet, une conférence, n'importe quoi. Tout semble ne pas aller. Tu vois un peu? Tout semble, où sont les personnes qui se sont enregistrées, ne se sont pas enregistrées, les machins, les trucs, etc. Moi, ce n'est pas ça qui m'arrête. Parce qu'avant de monter la conférence, par exemple, je l'ai remise entre les mains de Dieu et je demande, est-ce que c'est quelque chose? Montre-moi des signes qui font qu'il faut que j'aille de l'avant et tout. Et généralement, on me montre ces signes-là. Et même si à la dernière minute, j'ai l'impression que, en tout cas, ça va pas le faire. Mais vu que j'avais remis ça à la base entre les mains, et je n'ai jamais été déçue. C'est toujours comme ça, tout se déclenche à la dernière. Sérieux, là, vraiment... moi, mon Dieu, c'est lui qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. C'est lui qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de foi. Je suis quelqu'un qui vit vraiment par la foi et tout. Je ne suis pas trop le genre qui parle avec les versets bibliques, là, donc je m'excuse. Mais je suis désolée. Non, c'est vrai, je ne suis pas trop qui parle avec les versets bibliques, je ne les connais pas nécessairement, mais, et tout. Mais j'ai une relation très, très, très profonde et que je chéris avec mon Dieu. Et c'est ça aussi. On est dans un pays où on n'aime pas mettre tout ça de l'avant pour certains. Tout le monde est libre de faire un peu ce qu'il veut. Mais les gens avec lesquels nous sommes, on sait aussi d'où nous venons. Même si nous sommes dans ce pays-ci. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a tout ce que... Et avoir justement... une certaine spiritualité. Ça te permet aussi d'être grounded dans quelque chose et tout. Et c'est très important, surtout quand tu es en train de douter. C'est très important, surtout quand c'est très compliqué, là. Les défis, ça vient de partout. Et il ne faut pas penser que c'est facile. Non, ça vient de partout. Ça peut venir de la maison dans laquelle tu es, ça peut être de l'extérieur, ça peut être... Et quand tu sais que tu fais tes choses, c'est pas pour moi. Parce que quand on a terminé, par exemple, le salon l'année dernière, je me suis assise là, avec mes frères étaient là, il y en avait qui étaient venus d'un peu partout. Et tout, je me suis demandé, mais dans le fond, en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est au fait plus grand que toi.
C'est it's a call. Même quand j'ai pas envie. C'est devenu, quelqu'un dira, une certaine deuxième nature. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un appel que j'ai reçu. Je ne sais pas comment le définir, mais je pense que c'est vraiment plus grand que moi et je suis là pour ça. Et pour aider de cette façon-là, autant les autres aident d'une façon ou d'une autre, moi c'est de cette façon-là. C'est ce que Dieu m'a donné et c'est ce que je peux aussi donner. Et tout en retour, c'est ça. Non, en tout cas, c'était une belle conclusion en tout cas. C'était et ça me rappelle toujours du vivant de mon père, quand on parlait très souvent avec lui, quand on donnait des conseils, que ce soit one-on-one, quand on était juste père et fils, quand on parle même en groupe. Il avait toujours cette chose qu'il disait, qu'il a aussi beaucoup, entre guillemets, réussi dans la vie, tout ça. Mais il disait toujours, la grâce n'est grâce que pour la personne qui considère ça comme une grâce. Plusieurs vont te dire, bon, je suis arrivé là, je suis arrivé, j'étais le plus intelligent de la classe, j'étais le plus beau, j'étais le plus, c'est pas moi quoi. Mais tu vas peut-être rencontrer aussi d'autres personnes qui ont eu le même parcours, puis qui va te dire, c'est clair que j'avais bien étudié, c'est clair que j'ai fait des efforts, c'est pas moi, je restais jusqu'à 2 heures du matin éveillé. Mais je reconnais qu'il y a beaucoup de grâce, entre guillemets, dans mes mérites. Puis, il y a beaucoup de grâce. Moi, je ne peux même pas dire qu'il y a du mérite, etc. C'est vrai que j'ai dit que je travaille beaucoup, ça je ne le cache pas. Mais les personnes qui sont autour de moi, non, absolument, je ne leur donne rien. Vous voyez un peu? Et je ne peux pas non plus les considérer comme si c'était des personnes qui sont là parce que je leur apporte, je sais pas moi. Non, c'est à chaque étape, à chaque moment, à chaque différentes étapes, j'ai eu différentes personnes autour pour venir justement me propulser un tout petit peu. Moi, en tant que personne, et surtout aussi les choses que Dieu m'a mis à cœur de faire. Et il y en a qui viennent, il y en a qui partent, c'est un peu ça la vie, on entre, on descend du train, etc. Mais je suis reconnaissante vraiment pour ça, parce que sans ça, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire. Il y a beaucoup de gens autour et tout, les gens parlent de réseau, machin, tout ça, mais ce n'est pas en dehors de réseau comme on le connaît. Des personnes qui viennent mettre la main à la pâte juste parce que tu as demandé est-ce que ça serait possible de... Est-ce que... Ou bien... Non. Moi, je pense que c'est de l'ordre du divin, là. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec un mérite personnel ou bien au contraire. Je ne suis pas très facile à travailler avec. Je ne l'ai jamais vécu, moi. Je ne suis pas très facile à travailler avec ça, je ne peux pas le mentir non plus. Non, mais je suis quelqu'un de très exigeant vis-à-vis de moi-même. Et puis, je demande que les autres soient... Quoique je suis devenue très patiente et tout. Mais c'est juste pour dire que le Seigneur, il met des gens autour, des gens pour m'accompagner dans ce qu'il veut que je fasse et tout. Et je n'ai absolument aucun mérite que je peux m'accorder, que dire non, j'ai fait ça. Non. Je ne le vois même pas. D'ailleurs, je t'ai même demandé, mais pourquoi tu m'invites? C'est vraiment un peu dans ça, parce que il n'y a rien que je fais seul. C'est un peu ça. Moi, ce que Dieu m'a donné sont les idées. Tu vois un peu ça? Il m'a donné les idées et ça, j'en ai beaucoup. Il m'a donné ça. Et maintenant, aussi, peut-être cette possibilité de rassembler les gens autour d'un projet. C'est ça. Maintenant, les gens, ils sont libres de venir ou de partir. Et quand les gens restent et tout, des fois, je me demande, mais pourquoi ils restent? Comment ils font? Comment, etc. Mais c'est parce que c'est le Seigneur qui les a mis là, pour qu'eux aussi puissent faire leur part dans ce projet-là. Donc, le divin, pour moi, c'est très, très important. Moi, je suis une croyante, là, et tout, donc, ouais.